Ce sont des maîtres de l'imposture, des professionnels de l'arnaque. Faux princes, faux milliardaires, ils ont toute la panoplie pour mieux vous abuser. Nous allons ce soir vous raconter leur stratégie afin de mieux les démasquer. Bienvenue dans Abus de confiance. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Abus de confiance. Abus de confiance, c'est une émission où l'on va vous bluffer ce soir, puisqu'on va vous raconter 3 histoires hallucinantes où la réalité dépasse la fiction. 3 histoires de maîtres de l'arnaque. Ce soir, dans Abus de confiance, 3 documents incroyables, 3 destins hors du commun. Le 29 septembre dernier, l'icône mondiale de la télé-réalité Kim Kardashian poste sur Instagram la photo de sa main ornée d'un diamant de la taille d'une phalange. 4 jours plus tard, la star de 35 ans ne porte plus de bague et ressort traumatisée de sa visite à Paris pour la Fashion Week. Logée dans un très discret hôtel particulier, l'épouse de Kanye West a été ligotée et dépouillée par une bande de malfrats au cœur même de sa chambre à coucher. Mais c'est plus la même, Kim Kardashian. Et puis ce braquage, c'est plus du tout la même. Un butin de 9 millions d'euros raflé par un improbable gang de papy braqueurs, du jamais vu depuis 20 ans. Lui aussi a dérobé des millions d'euros. Son nom, Gilbert Chicli. La spécialité de cet escroc international, l'arnaque au président, dont il fut le pionnier. Il y a tous les ingrédients pour en faire un film. C'est une histoire à suspense. Gilbert Chicli contacte de grosses entreprises en se faisant d'abord passer pour le PDG, puis pour un agent des services secrets. Invoquant la lutte contre le blanchiment ou le terrorisme, il a fait main basse sur un magot de 8 millions d'euros en bernant pas moins de 33 banques ou sociétés. Considérons que j'ai un don qui fonctionne. Et alors ? Il s'appelle Davenport, Lord Davenport. Il a tout du parfait gentleman, une grande générosité et l'insolente aisance de ceux qui ont connu un succès fulgurant. C'est un personnage qui inspire la confiance, mais en même temps qui est un vrai psychopathe. Un dandy adulé, adoré de la planète People pour les incroyables soirées qu'il organise. L'histoire vraie d'un jet-setter libertin, copain des stars et remarquable escroc. Il est absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir. Edward Davenport a réussi à dérober près de 5 millions d'euros. Même les juges disent que je suis un génie. Ce soir, dans Abus de confiance, nous vous révélons les méthodes et les secrets inavoués de ces arnaqueurs hors normes. Nous démarrons avec un braquage à 9 millions d'euros, des bijoux, ceux de Kim Kardashian. Nous vous révélons ce soir les dessous de l'affaire. « 2 octobre 2016. Kim Kardashian est à Paris pour la Fashion Week. Après une journée passée à courir les défilés, la star de la télé-réalité regagne le très discret hôtel particulier où elle loge à Paris. Il est 2 h du matin. Kim Kardashian pénètre à l'intérieur de sa chambre. Épuisée, elle pense malgré tout à faire plaisir à ses 95 millions de followers en postant des photos d'elle en petite tenue juste avant de se coucher. 2 h 28. Kim s'apprête à éteindre la lumière. Mais un bruit troublant attire son attention. À pas de velours, elle se lève et se rapproche de la porte. Quand soudain, 2 malfrats armés d'un revolver s'introduisent dans sa suite. Ce soir, Abus de confiance vous révèle la face cachée du braquage le plus spectaculaire de ces dernières années. Un braquage à 9 millions d'euros. Qui se cache derrière ces improbables truands? On les a appelés les papy braqueurs, ils sont très âgés. Le plus vieux avait même 72 ans. Les braqueurs ont pris 9 millions d'euros et ça s'est pas arrivé depuis au moins 20 ans. Comment ces gangsters ont-ils préparé leur coup? L'histoire du braquage Kardashian, c'est d'abord l'histoire d'un bon tuyau. Mais je ne comprends pas pourquoi elle était dans un hôtel sans sécurité. C'est plus la même, Kim Kardashian. Et puis ce braquage, c'est plus du tout la même. Quelle méthode a employé la brigade de répression du banditisme pour réussir à remonter la filière? Ils commettent cette erreur, laisser un ADN derrière eux. Est-ce qu'il va les perdre? Ce soir, dans Abus de confiance, révélation sur un braquage au retentissement planétaire. Kim Kardashian est traumatisée. On peut le comprendre, elle vient de se faire braquer.
Pourquoi ce commando a choisi cette star de la télé-réalité? Car à 36 ans, Kim Kardashian est une star planétaire. Son parcours d'ailleurs est incroyable. Octobre 2016, la capitale parisienne se transforme en un décor géant pour la Fashion Week. Toutes les grandes stars du monde y sont attendues. C'est le rendez-vous incontournable de la planète mode. Kim Kardashian, elle ne perdrait pour rien au monde la Fashion Week de Paris parce que c'est la meilleure et que c'est là qu'il faut être vue. Mais qui est réellement Kim Kardashian? Et comment a-t-elle bâti sa légende? Kim naît le 21 octobre 1980 à Los Angeles, d'un père avocat, célèbre pour avoir obtenu l'acquittement d'O.J. Simpson le 3 octobre 1995. Kim rêve très vite de célébrité. Et en 2007, elle va donner le coup d'envoi de sa carrière médiatique. À la base, Kim Kardashian, ça vient d'une sextape qui a fait le buzz. Sur quoi? Sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup pensent effectivement que c'était plus ou moins un coup de com' monté par Kim Kardashian, au même titre que Paris Hilton. En 2007, Kim Kardashian devient une star de télé-réalité aux États-Unis. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 50 millions de dollars. On voit ce qu'il a contribué à la faire connaître, c'est son émission L'incroyable famille Kardashian, dans laquelle elle est suivie 24 heures sur 24 ou quasiment par des caméras de télévision. Son show de télé-réalité, L'incroyable famille Kardashian, la met en scène au quotidien avec sa mère et ses 4 sœurs. Et après, elle s'est fait une réputation, elle s'est construit un empire autour d'elle et elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire une télé-réalité sur sa vie. En couple avec l'icône du rap Kanye West, Kim Kardashian est aujourd'hui la personnalité de télé-réalité la mieux payée au monde et la plus suivie sur les réseaux sociaux avec 95 millions de followers. C'est la record woman des followers, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Elle peut se prendre entre 100 et 150 000 $ juste pour un tweet ou juste pour une photo sur Instagram. C'est donc un véritable business, c'est pas seulement du m'as-tu vu. Elle exhibe non seulement sa plastique avantageuse, mais aussi les signes extérieurs de son insolente réussite. C'est la bimbo siliconée, mais en même temps, voilà, c'est ce qui contribue aussi à faire le personnage qu'elle est aujourd'hui. Ok, je sais pas danser, je sais pas chanter ou quoi que ce soit, mais je suis une star de la télé-réalité, donc il faut que je montre ma richesse, il faut que je montre à quel point je suis importante. En ce mois d'octobre 2016, Kim Kardashian arrive à Paris pour assister au défilé de la Fashion Week. Et elle va donc séjourner pendant quelques nuits dans un hôtel particulier très select qui s'appelle le No Adresse, qui est rue Tronchet à Paris dans le 8e arrondissement. Cette résidence de luxe est fréquentée par les plus grandes célébrités. Connu pour sa discrétion, cet hôtel est un véritable havre de paix à l'abri de tous les regards. On l'appelle le No Adresse, il faut connaître pour y aller. Ils étaient un peu plus comme chez eux, c'était un appartement et que du coup il n'y avait pas de photographe en bas, il n'y avait pas de fans qui attendaient à l'entrée pour essayer de les prendre en photo. Enfin, parce que c'était un endroit un peu, voilà, un immeuble, un bel immeuble mais assez passe-partout finalement, avec des espèces de lofts aménagés hyper luxe. Ni les journalistes ni les fans ne sont au courant du lieu de résidence de la star. Pourtant, un bruit de couloir circule et il pourrait bien donner des idées à certaines personnes mal intentionnées. Ce tuyau, c'est le frère du chauffeur personnel de Kim Kardashian qui l'a donné. Il s'appelle Gary, il entend parler effectivement du fait que la star passe une semaine à Paris pour la Fashion Week, il sait où elle habite et il connaît à peu près son emploi du temps. C'est lui qui va donner cette information capitale à l'un de ses amis qui est patron d'un bar dans le 3e arrondissement de Paris, le patron du bar qui lui gravite dans le monde du grand banditisme. Fort de ces informations, une équipe de braqueurs professionnels se monte. Et tout de suite dans sa tête, ça fait tilt. Cette bonne information, il va en faire quelque chose. Il va contacter l'un de ses amis, un homme qui s'appelle Omar, qu'on surnomme Omar le Vieux, qui pour le coup, lui, baigne dans le grand banditisme. Il a déjà été condamné pour des affaires de braquage, pour des affaires de trafic de drogue. Il monte une équipe de 6 braqueurs qui vont aller cette nuit-là dans l'hôtel particulier de Kim Kardashian. Leurs surnoms sont dignes d'un polar. Âgés de 42 à 60 ans, ils se surnomment les papis braqueurs. Ils sont tous connus des services de police. Omar, le chef, on l'appelle Omar le Vieux. Il appelle un de ses copains qui s'appelle Didier, qu'on surnomme Didier les beaux yeux ou Didier les yeux bleus, évidemment à cause de son physique. Il y en a un autre qu'on appelle le Maboul. Bref, ils ont tous leurs petits surnoms. Ces hommes, dangereux et pour certains recherchés par les services de police, n'ont qu'une idée en tête. Faire main basse sur les bijoux de la star. Le but précis des braqueurs, je pense que c'était avant tout la bague de fiançailles de Kim Kardashian, mais aussi le collier. Parce que cette bague de fiançailles, elle l'a affichée devant
tous les yeux du monde. C'est le moment pour le gang des papis d'échafauder un plan. Comment déjouer la sécurité de l'hôtel? À quel moment s'introduire dans la chambre de Kim? Comment faire pour qu'elle soit seule à cet instant précis? C'est quelque part elle qui a donné beaucoup trop d'indications sur sa vie avec cette manie, entre guillemets, de communiquer tout sur les réseaux sociaux. Sans le savoir, Kim Kardashian va donner une information capitale aux braqueurs ce soir-là avec son propre téléphone portable. Allez, tout le monde s'en va parce que je viens de mettre de l'autobronzant, donc je peux pas sortir. Amusez-vous bien les filles. Sur ces images filmées par la star américaine, ses sœurs Kendall et Courtney, accompagnées de leurs amis et du garde du corps de Kim, partent faire la fête dans un club select près des Champs-Élysées. Kim Kardashian poste cette vidéo instantanément sur les réseaux sociaux. Les braqueurs n'en perdent pas une miette. L'occasion est trop belle. Ils en ont maintenant la certitude, Kim va se retrouver seule dans sa chambre. Pendant cette semaine folle de Fashion Week, il y a des moments où elle a juste envie de rentrer et peut-être se reposer plutôt que d'aller sortir et faire la fête. Pour les braqueurs, la voie est libre. Ou presque. Reste à neutraliser le veilleur de nuit de l'hôtel. Un détail pour ces professionnels. Le braquage le plus spectaculaire de la décennie peut commencer. On est face à une personne qui n'est pas protégée, ce soir-là en tout cas, qui n'a pas son garde du corps et qui a sur elle des bijoux qui valent 9 millions d'euros. 2h17. Kim Kardashian est seule dans sa chambre. Au même moment, un véhicule noir, une Peugeot 508, se gare discrètement à tout juste 500 mètres de l'hôtel où réside la star. Deux hommes sortent de la voiture. Ils sont rapidement rejoints par un troisième complice. Les braqueurs prennent soin d'enfiler de fausses tenues de policiers avant de retrouver deux autres complices devant l'hôtel. 3 vont rester en bas pour faire le guet, pour s'assurer que tout se passe bien. Et il n'y en a que 2 qui vont monter. Omar le Vieux, le chef présumé du commando, et son complice Didier, les yeux bleus. Suivant une stratégie bien établie, les braqueurs franchissent la porte de la résidence et mettent en joue le veilleur de nuit pour qu'il leur livre l'épouse de Kanye West sur un plateau. On lui intime l'ordre menaçant de leur montrer où habite la femme du rappeur, Kim Kardashian. Vous l'avez vu, ils sont dans la place. Ils viennent de passer le premier barrage, celui du veilleur de nuit. Ils ne sont qu'à quelques mètres de la porte de la chambre de Kim Kardashian. Elle est seule, elle est vulnérable. Ils le savent, elle ne le sait pas encore, mais les minutes qui suivent seront un cauchemar. Face à ces hommes armés et déterminés, le veilleur de nuit ne peut qu'obtempérer. Au même moment, la star seule dans sa chambre ne se doute de rien. Mais un léger bruit attire son attention. Derrière la porte, des voix chuchotent. Elle se rapproche de l'entrée, les voix se font de plus en plus audibles. Rassurée, elle sait que sa porte est verrouillée et que seule une carte d'accès peut permettre de l'ouvrir. Prudemment, elle demande malgré tout qui est là. Elle est donc dans son duplex, elle entend du bruit derrière cette porte, elle se pose des questions, elle est évidemment à milieu d'imaginer ce qui va se passer parce qu'à ce moment-là, elle pense que ce sont ses sœurs qui reviennent de boîte et qui sont en train d'arriver tout simplement. Ce qu'elle ignore, c'est que de l'autre côté de la porte, les braqueurs tiennent le veilleur de nuit. Ils l'obligent à utiliser le pass pour ouvrir la porte. Terrifié, il obtempère. Quand on met un pistolet sur une tempe, qu'est-ce qui lui permet de penser que on va pas appuyer, de penser qu'on va pas se méprendre, de penser qu'il va pas y avoir un mauvais geste? Les deux braqueurs font irruption dans l'appartement de Kim Kardashian. Pendant que l'un assomme et ligote le veilleur de nuit, l'autre se jette sur la star. Kim Kardashian est terrorisée. Elle comprend à cet instant précis que sa vie est en danger. Il lui demande tout de suite où est la ring, c'est Kim Kardashian qui le raconte, avec un accent français, où est la ring? Sa ring, ou bague en anglais, un diamant de 15 carats gros comme une phalange, dessiné par son mari Kanye West. Elle vaut entre 3 millions et 4 millions d'euros à l'achat. N'écoutant que son courage, elle fait mine de ne pas savoir. Mais le braqueur se fait de plus en plus menaçant. Il est armé et tout à fait capable de tirer. Comme elle était en train de dormir et d'un coup elle voit quelqu'un arriver avec un flingue, elle se dit qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut mon corps? Est-ce qu'il veut mon argent? Est-ce qu'il va me violer? Est-ce qu'il va me tuer? Prise de panique, Kim Kardashian jette alors un bref coup d'œil vers sa table de chevet et révèle sans le vouloir l'emplacement de sa bague. Les braqueurs s'en emparent, mais ils en veulent plus. Effondrée, Kim Kardashian est contrainte de leur dévoiler où sont cachés ses bijoux les plus précieux. Alors dans le braquage de Kim Kardashian, les voleurs sont repartis avec 2 bracelets en or, un collier d'une valeur inestimable, cette fameuse alliance qui vaut
4 millions d'euros. Les braqueurs ont réussi le plus gros braquage de ces 20 dernières années, en faisant main basse sur un butin estimé au total à 9 millions d'euros. Mais le calvaire n'est pas fini pour autant. Quel sort lui réserve le gang des papilles? La vie de Kim Kardashian, ligotée dans la salle de bain, est désormais entre les mains des malfaiteurs. Lors de son braquage, Kim Kardashian a eu très peur d'être violée. Mais par chance, les braqueurs disparaissent dans la nuit parisienne, le butin en poche et, surprise, à vélo. Les braqueurs s'en vont, mais un détail a échappé à leur vigilance. La styliste de Kim Kardashian était au premier étage, elle est prostrée dans sa salle de bain. C'est elle qui va prévenir à ce moment-là la police. Quelques instants plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est sur scène en plein concert au Citi Field de New York que Kanye West, le mari de Kim, apprend la terrible nouvelle. Une scène surréaliste se joue alors devant plus de 50 000 spectateurs. Je suis désolé, j'ai une urgence familiale. Je dois arrêter le concert. Non, une blague. Ils quittent la scène, le public est un peu abasourdi, ils apprennent en sortant sur Twitter, etc., sur les réseaux, que Kim Kardashian à Paris s'est fait cambrioler. La planète People est sous le choc. Chacun y va de son petit commentaire, à commencer par le pape de la mode, Karl Lagerfeld. Mais je ne comprends pas pourquoi elle était dans un hôtel sans sécurité ni garde du corps. Quand on est si célèbre et qu'on montre tous ses bijoux sur Internet, on fait en sorte de choisir une résidence dans laquelle personne ne peut s'introduire. Certaines personnes spéculent sur la véracité de ce braquage. Les réseaux sociaux s'embrasent. Sharika Saul, pour le site américain Huffington Post, suggère même que toute l'affaire ne serait qu'un coup monté. Est-ce que je pense qu'elle est fausse et qu'elle tire avantage de cette histoire pour faire les gros titres, pour attirer l'attention? Oui, je le pense. C'est la marque de fabrique de Kim Kardashian. Les retombées médiatiques de cette affaire sont incroyables. On ne parle que de ça dans le monde entier. Le braquage à Paris des 9 millions d'euros de bijoux de Kim Kardashian, ce qui fera d'ailleurs une très mauvaise pub à la capitale. De leur côté, les braqueurs ne se soucient pas de ça. À Paris, l'enquête suit son cours. L'image de la capitale a été entachée par ce braquage au retentissement mondial. Il faut identifier les coupables rapidement. Et ce sont les images de vidéosurveillance qui vont révéler les premiers indices. Ils commettent des erreurs inexplicables. L'un des braqueurs se fait distancer par deux de ses collègues et lui va faire une chute à vélo. Il va même perdre l'un des bijoux de Kim Kardashian. Et en fait, les braqueurs ont été assez maladroits. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle parfois les pieds nickelés. Parce que sur certaines vidéos de surveillance, ils étaient à visage découvert. Difficile de reconnaître les voleurs sur les images de vidéosurveillance. Seule une empreinte génétique permettrait de confondre les braqueurs. La police scientifique passe au peigne fin la chambre de Kim Kardashian. La police a été efficace dans cette enquête très rapidement. Ils ont ce coup de chance, entre guillemets, de trouver l'ADN de Omar le Vieux, le chef présumé du commando. Le cerveau est identifié, mais il faut maintenant trouver ses complices. La brigade de répression du banditisme met aussitôt sur écoute Omar le Vieux. Pendant des semaines, elle enquête jour et nuit et scrute ses moindres faits et gestes. Très vite, les policiers mettent au jour l'existence de 5 téléphones portables en contact les uns avec les autres. Le réseau est démasqué. Tout le monde va être placé sur écoute, ils vont les suivre, ils ne vont pas les lâcher d'une semelle. Donc les pièces, les preuves vont s'accumuler contre cette équipe pendant 3 mois. Les braqueurs, rappelez-vous, ont épié Kim Kardashian pour pouvoir intervenir au bon moment. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la police, qui a déployé d'énormes moyens, est en train de faire la même chose. Ils sont cernés et la police ne va plus tarder à intervenir. « 5 décembre 2016. 4 des 6 membres du commando sont attablés dans un café proche de l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. Non loin, en planque, les policiers les observent discrètement. Omar le Vieux fait la distribution, une avance sur butin. Sont présents Yeux Bleus, Younis et Pierre. Les policiers accumulent les preuves. Donc ils ont tout le schéma, toute l'organisation de ce braquage du début à la fin. C'est le 9 janvier dernier que tout se joue. Un vaste coup de filet entre Paris, Rouen et Grasse va permettre d'interpeller 17 personnes qui ont participé de près ou de loin à ce braquage. De fortes sommes en liquide sont saisies et 10 personnes sont mises en examen. Les enquêteurs de la police judiciaire parisienne ont toute l'histoire du braquage
du début, le bon tuyau, l'équipe qui se monte, les resellers, tout est ficelé et donc ils peuvent lancer cette opération d'interpellation. Début février, un juge d'instruction se déplace jusqu'à New York pour entendre Kim Kardashian, restée étonnamment silencieuse depuis le braquage. Cette audition permet l'identification définitive des suspects. Pendant plusieurs heures, elle a entendu la star américaine et surtout elle lui a présenté les photos des braqueurs présumés. Fin de cavale pour les braqueurs. La plupart des malfaiteurs mis en examen est aujourd'hui derrière les barreaux. Kim Kardashian a félicité les forces de l'ordre et la police française quand elle a appris que ces braqueurs avaient été arrêtés. C'était un soulagement pour elle. La bague de fiançailles de Kim, quant à elle, n'a jamais été retrouvée. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on retrouve cette bague de fiançailles et si on la retrouve, elle est fondue ou broyée. Donc aujourd'hui, c'est le mystère de cette enquête. Personne ne sait ce qu'est devenue la bague de fiançailles de Kim Kardashian. Donc une bague à 4 millions, je pense un peu que c'est mort. Désolé Kim, ta bague, je pense que c'est foutu. Durant toute l'enquête, Kim Kardashian n'est apparue nulle part, ni sur les réseaux sociaux, ni à la télévision. Mais depuis quelques semaines, la star américaine s'est remise du traumatisme qu'elle a vécu ce 2 octobre 2016. De retour sur la scène médiatique, Kim Kardashian peut maintenant livrer sa version des faits. Selon nos informations, elle aurait même vendu à une chaîne américaine l'adaptation de son histoire pour une nouvelle série télé dont elle serait la star. Il a réussi à voler à ses victimes près de 8 millions d'euros. Il est l'inventeur de l'arnaque au président. Voici Gilbert Chicli, un maître de l'arnaque. « 28 juillet 2005. La directrice d'une agence bancaire du 1er arrondissement de Paris saute dans un taxi. Elle ordonne au chauffeur de se rendre le plus vite possible dans un café Place de la Nation. Sa main se serre contre son sac. À l'intérieur, 358 000 euros en petites coupures. Si cette femme se déplace avec une telle somme, c'est qu'elle doit la remettre à un agent secret. L'affaire est grave, il s'agit de déjouer un attentat terroriste. Il faut faire vite. Le pays est en état d'alerte. La directrice s'engouffre dans le bar. C'est dans les toilettes que tout va se jouer. Cachée derrière la porte, la directrice a reçu des instructions de l'agent secret. Une femme doit frapper, puis prononcer le mot « brevet ». La directrice de la banque doit alors tendre son sac. Soulagée et fière d'avoir servi son pays en évitant un attentat terroriste. Ce qu'elle ignore, c'est que cette femme n'est autre que la complice de l'inventeur de l'arnaque au président. L'homme qui tire les ficelles de cette improbable escroquerie s'appelle Gilbert Chicli. Et ce n'est que le début d'une invraisemblable histoire. Comment Chicli est-il devenu le père de l'arnaque au président? Quand on vous raconte l'histoire par la fin, elle est extravagante. Vous dites, mais comment ce mec a pu faire? Considérons que j'ai un don qui fonctionne. Et alors? Quelle méthode l'arnaqueur a-t-il utilisée pour dérober autant d'argent sans sortir de chez lui? Il prend le téléphone, il l'appelle. Il voit si ça mort. Et si ça mort, c'est fini, c'est sûr, il a gagné. C'est parti. Comment ces victimes sont-elles tombées aussi facilement dans le piège de Gilbert Chicli? Elle signait, elle était certaine d'agir sur demande de son président. Mais tout ça, c'est de la mise en scène et du théâtre. Il joue un coup de poker dans l'ombre et ça marche. Au total, il aurait réussi à berner plus de 33 banques et grandes entreprises pour un montant pharaonique de 8 millions d'euros. Il construit sa vie, il rentre dans celle des autres, c'est un caméléon. Un escroc de génie, mais en même temps, un mégalo, un manipulateur. C'est son métier, l'escroquerie, c'est son métier. Ce soir, révélation sur les incroyables méthodes de Gilbert Chicli. Il y a tous les ingrédients pour en faire un film. C'est une histoire à suspense. Celle d'un escroc à la voix d'or surnommé le roi de la déballe. Tout va démarrer un 25 juillet pour cette arnaque au président qui est l'une des plus grandes arnaques que nous ayons connues. Le 25 juillet 2005, très exactement. Gilbert Chicli prend son téléphone, appelle sa banque et va là tenter l'une des plus belles arnaques de l'histoire des arnaques. « 25 juillet 2005, 15h20. Tout juste rentrée de sa pause déjeuner, la directrice de l'agence du 1er arrondissement de Paris est interpellée par la guichetière. Quelqu'un souhaite lui parler. La directrice de l'agence va décrocher et au bout du fil, qui est là? Le président
de la banque, la crème de la crème qui cherche à lui parler à elle. Elle est tout de suite un petit peu déstabilisée, elle se demande pourquoi on cherche à la joindre, donc immédiatement, elle est dans une situation à la fois d'inquiétude et en même temps, je dirais, d'une flatterie qui la rassure. Recevoir un appel du grand patron de la banque est pour cette directrice d'agence un honneur et une fierté. Jamais elle n'aurait imaginé être contactée par le PDG en personne pour une affaire de la plus haute importance. C'est du moins ce qu'elle va croire. Le président lui annonce qu'il la connaît, qu'il l'a déjà rencontrée lors de grands séminaires, qu'il l'a rencontrée en présence d'un tel ou un tel. Et là, il lâche des noms qui, bien sûr, parlent à l'oreille de la directrice de l'agence. Mais ce qu'elle ignore, c'est que derrière cette voix assurée se cache Gilbert Chikli. Il n'est pas à Paris, ni même en France, mais en Israël. Et il est tranquillement installé à son bureau, à 3000 km de là. Il est en train de préparer son premier grand coup et il ne va rien laisser au hasard. Pour jouer le rôle du parfait PDG, il a enquêté pendant des semaines sur la vie personnelle de la directrice de l'agence. Méthodique et rigoureux, il sait tout de sa victime. Il tenait des fiches sur telle entreprise, tel salarié. C'était pas la petite semaine, tiens on va tenter ici, c'était pas du hasard. Il a appelé la mère de la première victime pour avoir des renseignements sur sa vie privée, oui. Dans son procès-verbal d'audition, la salariée en question dit « Il connaissait tout de ma vie ». Avant de sélectionner sa proie, Chikli a aussi recueilli de nombreuses informations sur la banque. Il lui a suffi d'éplucher Internet pour connaître l'histoire de cette grande institution sur le bout des doigts. Les entreprises déversent un nombre d'informations confidentielles qui sont dangereusement exploitables par des personnes mal intentionnées. Minutieusement, Chikli prépare le terrain. La clé de la réussite de cette escroquerie, c'est l'identification de la personne à manipuler au sein de la banque. Il y a un travail, il y a un travail. Ce ne sont pas des « tiens, je vais passer un coup de fil à telle entreprise ». Non, on identifie l'entreprise, on cherche à connaître les salariés et notamment les petites mains qui sont celles qui peuvent retirer de l'argent, émettre un virement. Et le bagou de Chikli opère dès les premiers mots. En quelques minutes à peine, il gagne la confiance de la directrice de l'agence. Le faux PDG de la banque l'informe qu'elle va recevoir un appel de la plus haute importance sur son téléphone portable. Et cette personne importante dont on annonce l'appel, c'est un responsable des services secrets français. En réalité, cet agent secret n'existe pas. Derrière ce deuxième personnage se cache toujours la même et unique personne, Gilbert Chikli. Pourtant, la victime ne se doute de rien. Et là, on lui annonce qu'un danger très important, imminent, menace la France entière. Un danger terroriste. La lutte contre le terrorisme international, c'était hyper actuel. On était dans une situation d'alerte attentat qui était très vive. Les victimes, quand elles vous racontent comment elles se sont fait piéger, c'est presque que j'avais envie de dire, mais enfin, vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas rendu compte? Non. Parce que plus c'était énorme et plus ça passait. Et c'est là l'audace de ce mec-là, c'est d'appeler et de faire croire qu'il va se passer des choses énormes et que tout le monde tombe dans le panneau. Et quand on se réveille, il est déjà trop tard. La directrice de la banque a mordu à l'hameçon. Elle ne le sait pas, mais le piège est en train de se refermer. Maintenant que le poisson est ferré, Gilbert Chikli va l'épuiser, moralement. Comment? En l'appelant, sans cesse jusqu'à ce qu'elle craque. Bientôt, il va obtenir ce qu'il veut. Petit à petit, Chikli tisse sa toile autour de la directrice de la banque. Bientôt, elle sera sa prisonnière et ne pourra plus rien lui refuser. L'escroc cible le client le plus fortuné de la banque. Sa première requête ne se fait pas attendre. Il est demandé à la directrice de l'agence de fournir les noms, prénoms et montants du solde bancaire, créditeur, des plus gros clients de l'agence. Du type livret bancaire, il n'y a rien de plus simple. Livret bancaire, vous avez 1 million dessus, vous pouvez les retirer sans délai, que peuvent vous imposer des contrats d'assurance vie ou autres. Le piège de Chikli se referme peu à peu. Investie d'une mission capitale, la directrice est incapable de reculer. Elle est guidée par son envie de lutter contre le terrorisme. Alors elle va suivre les instructions de l'agent secret pour sauver la France. En réalité, Chikli est en train d'isoler sa victime pour mieux la contrôler. La première chose qu'il va faire, c'est demander à sa victime d'aller chercher un téléphone portable
prépayés. Le truc, c'est de, dans un premier temps, déstabiliser, dans un deuxième temps, isoler, parce qu'il va dire à la victime, surtout, vous ne parlez pas de ça. C'était un indice supplémentaire qui la faisait basculer progressivement dans cette certitude qu'elle avait, qu'elle était en train d'œuvrer contre le terrorisme ou le blanchiment. Gilbert Chicly tient sa proie et ne va plus la lâcher. Dès l'achat de ce téléphone portable, la vie de la directrice bascule. Et ces techniques, c'est la relation de confiance qu'il va réussir à établir avec sa victime et cette mise sous pression qu'il va effectuer. Il fait subir à sa victime un lavage de cerveau. En 48 heures, il l'appellera plus de 50 fois. Il a des méthodes d'harcèlement psychologique qui sont extrêmement efficaces. Il arrive à déceler si la personne est bien ou pas, si elle n'est pas bien, pac. Dès qu'il trouvait une faille, il rentrait dedans pour gagner sa confiance. En fait, son but, c'était de gagner la confiance. Pour résumer les qualités de Gilbert Chicly, une très grande force de persuasion, une forme de perversion. C'est de la manipulation, c'est un mélange d'affection, de travail, de compassion, où à un moment donné, la victime ne sait plus rien et elle lâche tout. La technique de Gilbert Chicly est en train de porter ses fruits. La directrice de la banque est épuisée, abattue, elle ne comprend plus rien. Il la tient entre ses doigts, il va pouvoir en faire absolument ce qu'il veut. Le week-end est passé, nous arrivons au début de la semaine et la réouverture de l'agence. À ce moment-là, on va passer à l'étape 2 du plan machiavélique de Gilbert Chicly. Le faux agent secret lui annonce qu'un client de la banque prépare dans l'ombre un projet d'attentat et qu'à ce titre, l'homme s'apprête à effectuer un retrait de 358 000 €. Pour que l'arnaque soit parfaite, Chicly fait à nouveau appel à ses talents de comédien. L'escroc endosse un troisième rôle, celui du prétendu terroriste. L'arme fatale de Chicly, sa voix. On sent qu'il a énormément travaillé sa voix. Et c'est assez incroyable, la transformation de ce personnage. Cette nouvelle étape est cruciale. C'est maintenant que tout se joue. L'agent secret avait prévenu la directrice que le suspect s'apprêtait à retirer 358 000 € de son compte. Celle-ci n'est donc pas surprise. C'est immédiatement que je veux récupérer tout cet argent. Je le veux dans une petite mallette et je veux voir les billets apparents. Et là, ça tilte dans l'esprit de la directrice de l'agence. Oui, on m'avait prévenu, donc le président avait raison. Quelque chose de grave va se passer et je devrais obéir au doigt et à l'œil à ce que vont me demander les services généraux. Pourquoi un client m'appellerait du jour au lendemain alors que tout cet argent est dormant depuis des mois sur son compte et voudrait les récupérer, si ce n'est pour une opération diabolique? À cet instant, tous les doutes de la directrice de l'agence s'envolent. Elle n'a plus aucune inquiétude sur la véracité de l'affaire. La victime coopère. Elle a une confiance aveugle en son interlocuteur. Sans broncher, elle va remettre la totalité de l'argent de ce client à l'agent secret. En théorie, le but de cette opération est de scanner les billets pour pouvoir les tracer une fois remis aux présumés terroristes. Mais en pratique, les choses vont être bien différentes. La directrice de l'agence exécute exactement ce que les hautes autorités des services français lui demandent. Elle met les petites coupures dans un sac. Gilbert Chicly est à deux doigts de gagner son pari machiavélique. Il ne reste plus qu'une étape, récupérer l'argent. Le 28 juillet 2005, la soi-disant opération secrète antiterroriste va se dérouler dans un célèbre café parisien, au canon de la nation. La directrice de la banque saute dans un taxi. Sa main se crispe sur son sac qu'elle tient très précieusement. Son contenu, 358 000 € en petites coupures. Gilbert Chicly, depuis Israël, téléguide la directrice de l'agence. Hors de question pour lui d'échouer maintenant. Toutes les 2 minutes, Gilbert Chicly va l'appeler pour la pister. Essayer de savoir exactement où elle se trouve, mais surtout, la tenir sous son emprise. L'heure fatidique est arrivée. L'échange est imminent. Sans même avoir bougé de chez lui, Chicly va peut-être s'enrichir de plusieurs centaines de milliers d'euros. La directrice de la banque, elle, est à deux doigts de commettre l'irréparable. On frappe à la porte, elle entrebâille la porte, elle tend la sacoche pleine d'argent. Elle a à peine le temps de voir qui lui subtilise cette sacoche. Seul problème, elle ne sait pas qu'elle vient d'être manipulée par l'un des plus grands escrocs de la planète. La directrice de l'agence pense avoir aidé la France à déjouer une attaque terroriste, mais il n'en est rien. Cet argent, c'est Chicly qui va l'empocher. En fait,
La mystérieuse silhouette qui a pris la sacoche place de la Nation n'est autre que la compagne de Gilbert Chicly, prénommée Shirley. L'argent récupéré, Shirley contacte Chicly pour lui annoncer que l'opération est un succès. Mission accomplie. Gilbert Chicly, qui est au centre de la manœuvre, sa compagne Shirley, qui a récupéré l'argent, sont désormais riches. Et plus que ça, ils viennent d'inventer l'arnaque au président qui va les rendre riches et qui va se déployer dans l'Europe tout entière. L'arnaque au président est née. Une technique des plus spectaculaires inventée par un homme, Gilbert Chicly. Vous savez, on a chacun en soi quelque chose. Ou ça marche ou ça marche pas. Ou vous avez un don ou vous l'avez pas. Comme les grands acteurs, c'est comme les grands artistes, c'est comme les grands, etc., etc. C'est où ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, considérons que j'ai un don qui fonctionne. Et alors? Le plan a fonctionné et l'escroc ne va pas s'arrêter là. De nombreux salariés vont tomber dans son piège et l'arnaque au président va faire des ravages. Les victimes les plus directes sont les salariés qui se sont prêtés à ces décaissements, virements frauduleux, dont les vies ont été brisées. Parce que c'est une quasi-mort, hein. C'est une mort professionnelle, évidemment, pour les salariés. Le plus souvent, elles sont licenciées, révoquées, sans préavis, sans indemnité. C'est une carrière qui s'est terminée. Après le passage de Chicly, les victimes ont du mal à se remettre de ce qu'elles ont subi. Démission, licenciement, perte de confiance, les conséquences se révèlent dramatiques pour la plupart d'entre elles. Ça a un impact très fort sur le psychisme des personnes qui se sont faites avoir, entre guillemets, parce qu'elles se sentent stupides de cette fête avoir. Il y a beaucoup de culpabilité et de honte, et ça crée un déséquilibre important au niveau de leur psychisme. Pour Gilbert Chicly, ce n'était qu'un coup d'essai. Très rapidement, il va le transformer en coup de maître. Il s'aperçoit qu'il a un don. Il est capable de faire croire n'importe quoi à n'importe qui, et du coup, la directrice de la banque devient juste la numéro 1 d'une très longue liste de victimes qu'il va terrasser. Mais il s'en moque. Son objectif, c'est l'argent. Gilbert Chicly est enfermé dans une spirale infernale. Plus il gagne, plus il en veut. Pendant 1 an et demi, Chicly et ses complices vont être le cauchemar des banques et des grandes entreprises. Ainsi, il tente de détourner des virements bancaires de plusieurs milliers d'euros. Il détruit des vies sur son passage, et c'est plus fort que lui. Vous pouvez vous dire, tiens, il s'est mis à l'abri. Le mec, il a de l'argent, il pourrait arrêter. Non, c'est un vice. C'est même pas pour l'argent qu'il fait ça. Et donc vous vous dites, en fait, c'est une maladie. C'est plus fort que lui. C'est cette adrénaline qui va l'amener à faire des bêtises en réalité. C'est une drogue. Les policiers ne sont pas dupes. Les cibles potentielles de Gilbert Chicly sont sur écoute. De passage à Paris, l'escroc, jusqu'ici planqué en Israël, est lui-même repéré par la police. Arrêté, puis incarcéré, Chicly va vite reprendre sa liberté. La limite de détention provisoire arrivait à terme. Donc la juge a décidé de sortir Gilbert Chicly de prison. Et il en a profité, bien sûr, pour partir dans la nuit. Gilbert Chicly est de retour sur ses terres. Il reprend le cours de sa vie fastueuse, sans jamais se soucier des conséquences de ses actes. Un escroc flamboyant, au sang-froid. Escroc, je crois pas. Je crois pas parce que un escroc, il a pour objectif gagner beaucoup d'argent. Moi, de l'argent, j'en ai. Donc, je crois que c'était très sincèrement un jeu. Voilà. Tout de suite, un nouveau maître de l'arnaque. Voici Lord Davenport, l'homme qui organisait des orgies avec les plus grandes stars du monde. Londres, 33 Portland Place, il est 2 h du matin. Comme chaque samedi, une soirée mémorable a lieu dans cette luxueuse résidence du quartier le plus chic de la capitale anglaise. Toute la planète People et la noblesse britannique se pressent pour faire partie de la fête, mais surtout pour être pris en photo avec la vraie star du moment. On l'appelle Lord Davenport. Ses amis sont Al Pacino, Victoria Beckham, Paris Hilton ou encore Mick Jagger. Il est l'organisateur des plus belles soirées londoniennes. Il est surtout très riche et charismatique. Mais derrière le masque de ce dandy milliardaire se cache un personnage sombre.
C'est un personnage qui inspire la confiance, mais en même temps qui est un vrai psychopathe. Ses amis les stars ne le savent pas encore, mais Lord Davenport leur ment. Je pense qu'on ne peut vraiment pas savoir qui il est. C'est-à-dire qu'il est dans le contrôle constamment. Sa fortune, il l'a acquise en escroquant le monde entier, de l'Angleterre à la Sierra Leone en passant par Hong Kong. Sans aucun scrupule, il a créé de toutes pièces des stratagèmes diaboliques pour dépouiller et ruiner ses victimes VIP. Je pensais que c'était de ma faute. J'ai mis un moment avant de réaliser que c'était une arnaque. Il ne montre aucun remords parce que ce type de personnalité n'a aucun remords. Charmant et maléfique, bien élevé et sans pitié. Il aime beaucoup exister et être dans la lumière constamment. Il est absorbé par des fantaisies de succès limité, de pouvoir. Rencontre exclusive avec le Dr Jekyll et Mr Hyde des temps modernes. Pour abus de confiance, il accepte ce soir de nous raconter son histoire. Organisateur de soirée, businessman, voilà ce que je suis. Comment Lord Davenport est-il devenu le plus célèbre arnaqueur de ces 10 dernières années? Eddie était réputé pour être malin. C'est un personnage fascinant. Quelle méthode employait-il pour extorquer des millions à ses victimes? C'est un homme aux deux visages. Comment ce libertin aux multiples conquêtes a-t-il réussi à berner les plus grandes célébrités? C'est un parfait dandy britannique dans toute sa splendeur. Je ne peux pas croire que j'ai été aussi stupide. C'est l'histoire d'un faux dandy, le récit d'un véritable escroc. Même les juges disent que je suis un génie. Edward Davenport est incontestablement devenu un maître de l'arnaque, il a le monde à ses pieds. Mais comment tout a commencé? Est-ce que l'on s'improvise génie de l'arnaque? Pour lui, c'est dès 86 qu'il a commencé à organiser de très drôles de soirées. Pour comprendre comment Edward Davenport est devenu millionnaire en escroquant des centaines de personnes, il faut revenir en 1986. Il était donc issu de la haute société quand même, son père restaurateur, il était élevé à Chelsea. Au moment où le jeune Edward entre dans l'âge adulte, l'Angleterre est en plein air Thatcher. La jeunesse dorée s'ennuie, elle cherche un exutoire. Edward va alors avoir une idée de génie. Il crée les soirées Gatecrasher Ball. Et sa cible n'est autre que de jeunes riches anglais avides de nouvelles expériences. Gatecrasher Balls, c'est des fêtes pour l'élite, les fêtes de l'élite des pensionnats. Parce que dans les pensionnats, tu avais des pensionnats pour les filles et les pensionnats pour les garçons. Il a joué sur la frustration de ces jeunes. Edward s'associe avec l'un de ses amis proches, Jeremy Taylor, pour créer ce qui sera le phénomène de mode des années 80 en Angleterre, des fêtes légendaires, complètement débridées et décadentes. Eddie est venu me voir et m'a proposé qu'on travaille ensemble. Je connaissais sa réputation. Il était plutôt malin. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de s'associer pour qu'on s'empare du marché. Au cours de ces soirées dépravées où l'alcool coule à flot, Edward et Jeremy offrent le grand frisson à cette jeunesse dorée en mal de sensations. C'était des soirées très sélectes avec des jeunes de bonne famille. L'ambiance était sauvage et totalement décadente. L'Angleterre puritaine est choquée. Les jeunes fêtards oublient le temps d'une nuit les conventions de la bonne société. C'est devenu complètement fou en quelques mois. C'était complet tous les soirs. Jusqu'à 10 000 adolescents richissimes s'encanaillent jusqu'au bout de la nuit dans les soirées Gatecrasher. Edward et Jeremy sont les nouveaux rois de la fête. Grâce à ces soirées, ils gagnent plusieurs centaines de milliers de livres en quelques mois seulement. Des fêtes énormes, nos limites, alcool, bon, et tout ce qui va avec, sexe, drugs and rock'n'roll peut-être, c'est la meilleure façon de les décrire. Dans le quartier de West London, tout le monde connaît désormais Edward le millionnaire, toujours tiré à 4 épingles et très bien entouré. Il aimait beaucoup avoir de belles voitures, de belles montres, de beaux vêtements. Mais en secret, le côté sombre de Davenport ne cesse de grandir. Depuis quelques semaines, Edward est en train de monter sa toute première escroquerie. Sa cible, son meilleur ami et associé, Jeremy Taylor. C'est difficile de savoir ce qui a pu se passer dans sa tête pendant toutes ces années. Jeremy ne le sait pas, mais depuis plusieurs mois, Edward ne paye plus ses prestataires ni les charges des soirées qu'il organise.
Davenport cache tous les courriers de relance des organismes. En gros, il cache tout ce qui pourrait éveiller le moindre soupçon. Pire, une nuit d'octobre, il récupère tout l'argent des soirées Gatecrasher Ball. La première moitié déposée sur un compte bancaire et l'autre conservée dans le coffre-fort du bureau de Jérémy. Quand je suis rentré de vacances, je me suis aperçu qu'il avait vidé les comptes et changé les serrures. Et c'est comme ça que les soirées Gatecrasher sont arrêtées. C'est la fin de ces incroyables soirées. Davenport se fait discret et se planque. Mais le fisc anglais est sur sa trace. Il doit des milliers de livres à l'État et il est arrêté quelques jours plus tard. En novembre 1990, il est condamné à 9 mois de prison. Mais Davenport a beaucoup d'argent. Il va donc se payer les meilleurs avocats d'Angleterre et surtout faire jouer son réseau. Condamné à 9 mois de prison, il n'effectuera que 2 semaines de détention. C'était traumatisant, mais j'étais jeune. Ça faisait partie du jeu. Plus nos soirées étaient scandaleuses, plus ça nous faisait de la pub et plus les gens voulaient venir. Ça donnait à tout ça un côté excitant. En prison, Davenport a pris le temps de réfléchir. Pas pour se repentir, mais pour faire encore plus fort. Tout à sa mégalomanie, il se fabrique un personnage à sa mesure, celui d'un noble. Désormais, il ne s'appellera plus Edward, mais Lord Davenport. Donc c'est-à-dire que quand on s'appelle Lord, on a une table beaucoup plus facilement dans un restaurant, on peut rôder dans les hautes sphères sans problème, donc ça lui donne beaucoup d'avantages tout simplement. En Angleterre, on peut devenir un noble en achetant des terres. Qu'à cela ne tienne, Edward s'offre un titre seigneurial dans un village à 3 heures de route au nord de Londres. Là, ça pourrait être typique d'une personnalité narcissique qui a justement besoin d'acheter, entre guillemets, la reconnaissance, l'admiration, le respect d'autrui à travers ce titre prestigieux. Fort de son nouveau titre, Lord Davenport prépare son plus beau coup. Nous sommes en 1996. Il cherche un luxueux palais à vendre, car un lord a besoin d'une demeure à la hauteur de son rang. Mais surtout, pour y lancer un nouveau concept de soirée, où seront conviées cette fois-ci les plus grandes stars de la planète. Ce qui le motive, c'est l'adrénaline, c'est le fait d'être meilleur que le système pour qu'on puisse l'identifier au gratin, entre guillemets. Grâce à un heureux hasard, Davenport se voit ouvrir les portes de l'ambassade de Sierra Leone, située au 33 Portland Place, en plein cœur de Londres. Il y rencontre le ministre des Affaires étrangères. Lors de notre première réunion, on s'est mis autour de la table. Ils étaient très mal organisés et je me suis vite aperçu que rien n'allait. Le ministre lui explique que son gouvernement est en pleine guerre civile et qu'il a besoin d'argent pour continuer à financer ce conflit meurtrier. Il lui propose donc de louer cette demeure contre un loyer de 50 000 livres, soit près de 60 000 €. Une fortune pour la Sierra Leone. À ce moment-là, personne ne voulait faire affaire avec la Sierra Leone. Moi, j'étais entrepreneur, ça ne me faisait pas peur. Mais Lord Davenport ne va pas se contenter d'être un simple locataire du palais. Dès le départ de la délégation de Sierra Leone, il va transformer lui-même son bail de location en acte de vente. En falsifiant très habilement son contrat, Davenport devient donc propriétaire d'un des plus beaux hôtels particuliers de Londres. Pour la modique somme de 50 000 livres, il s'offre une résidence qui en vaut 100 fois plus. Et le petit État de Sierra Leone ne récupérera jamais son bien. Il a commencé à organiser des fêtes extraordinaires dans cette maison. C'est des soirées no limites. On peut dire qu'il commandait des lits, de l'alcool, des contraceptifs, du lubrifiant. Enfin voilà, c'est des soirées no limites qui duraient jusqu'à 10 h du matin, décadent. Dans son palais, Davenport organise des fêtes somptueuses. C'est le nouveau lieu de tous les excès. Il va même jusqu'à remplir une piscine de 1000 litres de cognac. Le dandy aime la compagnie des stars qui le lui rendent bien. Il y avait du sexe, de la débauche. Les soirées étaient complètement folles et ça durait toute la nuit. Fasciné par le showbiz, il accueille dans son palais des tournages de films tels Le Discours d'un roi ou des shootings photos pour les plus grandes marques. Ici par exemple, le top Kate Moss descendant le grand escalier en toute petite tenue.
Cet immense escalier et ces célébrités qui le descendaient faisaient flotter un parfum de royauté. C'était le glamour, ça avait un côté érotique et vraiment très attirant. Davenport, nous l'avons vu, a maintenant un titre de lord. Il a toute l'aristocratie à ses pieds grâce à ses soirées. Il a un palace, il ne reste plus qu'à plumer les invités. Et voici comment il va s'y prendre. La nuit, Davenport s'emploie à distraire tout le Gotha et la planète People. Mais le jour, il se consacre à une toute autre activité, l'escroquerie. Il ne montre aucun remords parce que ce type de personnalité n'a aucun remords. En parallèle de son business d'organisateur de soirées, Lord Davenport crée une nouvelle société, Gresham Limited. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est volontairement très proche de celui d'une très sérieuse société de gestion de fortune, Gresham Financial. Gresham Financial, c'était une entreprise qui avait une superbe réputation. Ses clients avaient besoin d'argent, alors Davenport propose de leur prêter de très grosses sommes allant de 100 000 à 500 000 livres par exemple. Au moment de faire le chèque, Davenport demandait à ses clients de s'acquitter d'une première mensualité en liquide pour de soi-disant frais de dossier. Comme d'habitude, tout est minutieusement préparé. Des locaux ultra chics dans les beaux quartiers londoniens, une brochure sur papier glacé qui inspire confiance. Mais tout ceci n'est que tromperie. La fraude est l'unique objet de l'entreprise. Il se met en scène, il joue un rôle, il est constamment au théâtre. Jet-setter la nuit, financier véreux le jour. Davenport détrousse plus de 50 personnes en encaissant des frais considérables pour des prêts jamais versés. Il va même jusqu'à escroquer Elisabeth Emmanuel, styliste bien connue des People. C'est elle qui a créé la robe de mariée de Lady Di. Quand elle rencontre Davenport, elle a besoin d'argent. Elle va sortir ruinée de son rendez-vous avec le dandy. J'ai mis un moment avant de réaliser que c'était une arnaque. Je pensais que c'était de ma faute. J'ai vraiment du mal à croire que j'ai été aussi stupide. Décembre 2009, Lord Davenport est à son apogée. Il mène grand train et enchaîne les conquêtes féminines. Mais un grain de sable va venir enrayer la machine. Edward ne le sait pas, mais les enquêteurs de la Serious Fraud Office, la brigade financière britannique, sont sur ses traces. Le dandy est finalement arrêté en 2011 et traduit en justice pour avoir escroqué à ses victimes l'équivalent de 5 millions d'euros. Lord Davenport est dans le collimateur de la justice. Et c'est derrière les barreaux qu'il va passer maintenant quelques semaines. On est bien loin des orgies de son palace londonien. Et pourtant, même en prison, Davenport va mettre au point des stratagèmes pour devenir une sorte de détenu VIP. Le procès terminé, Davenport est incarcéré au pénitencier de haute sécurité de Wandsworth à Londres pour purger une peine de 8 ans. Une éternité pour ce lord habitué au luxe et au glamour. Ce qui m'a manqué en prison, c'était les soirées et les filles. Mais même en prison, la vie de Davenport se révèle très différente de celle des autres. Il se recrée un univers à sa mesure. On lui livrerait par exemple des menus spéciaux composés notamment de homards frais. En prison, c'était un challenge de réussir à maintenir le style de vie que j'avais à l'extérieur. Certaines choses rapportées dans les journaux sont vraies et d'autres fausses. Pour réduire sa peine, Davenport décide de jouer la carte de l'émotion avec ses juges. Le lord a de graves problèmes de santé. Un de ses reins ne fonctionne plus. À un moment, j'ai dû recevoir une greffe de rein. Je suis resté à l'hôpital 28 jours. 28 jours menottés à un officier, même quand j'allais aux toilettes ou lorsque je prenais ma douche. En 2014, 3 ans seulement après l'incarcération de Davenport, la star du barreau londonien, Karen Totner, obtient le jugement dont son client rêvait. J'ai fait appel pour réduire la peine d'Edward pour des raisons de santé. Ça a été un succès car il a été relâché plus vite que prévu. En sortant de prison, Davenport doit rembourser 14 millions de livres à l'État. Une somme démesurée pour vous, une broutille pour le dandy. Car il est toujours propriétaire du 33 Portland Place, acquis pour la modique somme de 50 000 livres, en flouant l'État de Sierra Leone.
Alors il va revendre le 33 Portland Place pour la somme astronomique de 30 millions de livres et s'acquitter comme ça de sa condamnation au tribunal. Malgré une santé fragile, Lord Davenport revient très vite sur le devant de la scène. Il achète un nouveau palace, à quelques mètres seulement du 33 Portland Place. Et comme une provocation aux autorités londoniennes, il se relance dans le monde de la nuit. Aujourd'hui encore, malgré ses frasques et ses déboires, Davenport organise régulièrement des soirées libertines dans sa nouvelle demeure où se côtoient nobles anglais et célébrités. Cette notoriété, ça lui va bien. Il aime beaucoup exister et être dans la lumière constamment. Comme le souligne le Daily Mail, les victimes auraient dû se méfier du surnom qu'on donnait à Davenport, Fast Eddie. Paul Newman portait le même dans le film L'arnaqueur. J'ai eu des hauts et des bas, et c'est normal. C'est ce qui est excitant dans la vie. C'est dans ma nature d'aimer rencontrer des gens du monde entier. Je trouve ça intéressant. Croyez-moi, j'ai toujours eu la belle vie. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tout de suite, juste après ce générique, 3 nouveaux maîtres de l'arnaque. Abus de confiance va vous raconter maintenant l'histoire du plus grand faussaire de tous les temps. Il ne se contentait pas de copier des tableaux, il inventait des tableaux de maître et les plus grands experts sont tombés dans le panneau. Paris, fin des années 80. Dans son atelier du 7e arrondissement, le plus célèbre des experts du monde de l'art a un doute. Face à lui, une gouache d'un bouquet de fleurs qu'aurait peint Marc Chagall, ami intime de Picasso. Valeur, plus de 300 000 €. Sous son chapeau, à l'allure très décontractée, le propriétaire de l'œuvre est également présent. Lui n'a aucun doute sur l'origine de cette peinture. Mais pour l'authentifier, l'expert fait appel à Ida Chagall, la propre fille du maître. Quand celle-ci arrive dans le bureau, elle scrute minutieusement le tableau qui se dresse devant elle. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Son regard se dirige vers l'expert, elle authentifie cette œuvre. Ida aurait vu de ses propres yeux son père peindre ce bouquet de fleurs. Derrière eux, le propriétaire est satisfait car ce tableau vaut désormais au moins 300 000 €. Pourtant, tout est faux. Cet homme s'appelle Guy Ribes. Et c'est lui qui a peint ce tableau quelque temps auparavant. Considéré comme le plus grand faussaire de tous les temps, il vient de duper avec une facilité déconcertante l'expert et la propre fille de Chagall. C'est du moins ce qu'il prétend. En exclusivité pour Abus de confiance, Guy Ribes va nous raconter son histoire. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de couilles, il n'y a rien. Il a un talent unique. Il a des mains de génie. Peintre ou voyou, génie ou faussaire? Qui est ce monsieur pour se permettre de déstabiliser un si grand marché international? Pendant 30 ans, il a berné les experts les plus réputés et amassé des fortunes colossales. Guy Ribes, il a une vie de milliardaire. Comment Guy Ribes est-il devenu l'un des plus grands génies de la contrefaçon? Comment a-t-il réussi à vendre des faux pour plusieurs millions d'euros? On découvrira des œuvres fausses dans les musées et on aura de très nombreuses surprises dans les années à venir. Un personnage hors du commun, un autodidacte au parcours fascinant. Et si autant de tableaux ont été vendus, c'est qu'il devait avoir quand même du talent. Voici l'histoire du faussaire du siècle. J'ai aucun regret. Au contraire, ça sera un repère, je le referai en double. Une histoire à peine croyable. Et pourtant, tout ce que nous allons vous raconter est strictement authentique. Comment Guy Ribes est passé du statut de peintre surdoué au statut de faussaire international? Tout a commencé par une rencontre. 1984. Guy Ribes est sur le point d'entamer sa carrière de faussaire. Il rencontre par hasard Henri Guillard, un fils d'imprimeur d'art renommé. J'ai fait plusieurs bonnes rencontres. Mais j'ai fait la plus importante de Paris. Les deux hommes sympathisent. Henri décèle le potentiel de Guy. Il devient alors son mentor. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, Henri Guillard, quand il rencontre Guy Ribes, il voit tout de suite en lui et dans ses peintures qu'il y a vraiment quelque chose, un véritable potentiel de génie et de talent chez Guy Ribes. Il lui explique comment créer des œuvres qui ressemblent en tout point à celles des plus grands peintres du monde. Il m'a appris à penser comme Picasso et à penser comme Chagall. Guy réalise alors une aquarelle à la manière de Chagall, mais le résultat est médiocre. Sous l'influence d'Henri, il peaufine sa méthode et sa technique. Il fallait que je me concentre complètement.
J'ai étudié l'œuvre pendant des heures, et je trouve le début et la fin de l'œuvre. Et quand j'avais compris, je disais bon, c'est bon. Et hop, j'attaquais d'un coup, et je lâchais pas. Après plusieurs tentatives, Guy présente une nouvelle toile de Chagall. Cette fois-ci, Henri est bluffé. Il propose alors à Guy de vendre la toile à un éditeur d'art américain réputé. Une première transaction encourageante. Alors après, j'encaissais et après je me tirais en voyage. Dès lors, Guy Ribes devient faussaire. Au total, 30 faux Chagall peints par Guy sont vendus à l'éditeur new-yorkais. À la clé, plusieurs millions d'euros. Il passe en fait de la rue à une vie faste. Guy Ribes devient riche, très riche. Il voyage dans le monde entier, s'attable dans les meilleurs restaurants, dort dans les plus beaux hôtels. Quand tu te retrouves au Wells of Astoria, tu t'éclates, toi. Tu te permets d'arriver avec des palmes tout mouillé, de te baigner à la fontaine en face et de rentrer dans le hall en traversant avec des palmes, comme moi j'ai fait, louer tout l'étage. C'est la grosse déconnade, quoi. Mais comment est-il devenu le plus grand faussaire de la planète? Grâce à quelle méthode a-t-il réussi à berner les experts du monde entier? Tout débute à l'aube des années 50 dans une maison close près de Lyon. C'est dans cet établissement tenu par ses parents que Guy Ribes grandit, entouré de filles de joie. Non, tout petit, à quelques mois, j'étais dans l'hôtel, oui. Il fallait que toutes les filles me disent au revoir. Ça, j'ai encore le souvenir de ça. Dans l'hôtel de passe, les femmes qui l'entourent sont toutes habillées de soieries aux teintes éclatantes pour aguicher le client. Guy s'inspire de ce qui l'entoure et tient ses premiers crayons de couleur. Vous voyez des couleurs, beaucoup de couleurs. Beaucoup de bruit et beaucoup de couleurs. À 14 ans, Guy quitte le domicile familial. Son père violent le met à la porte. 14 ans, ça y est, il vit dans la rue avec tous les voyous en fait du quartier. Il rencontre alors un patron de bar, qui est aussi un receleur bien connu du milieu lyonnais. L'homme se prend d'affection pour Guy et l'héberge. Carnet à dessin en poche, le jeune homme passe son temps à dessiner les visages des marlous et des femmes qui fréquentent la taverne. Il ne faut pas oublier que tous les soirs, je faisais tous les bars à putes avec un carton à dessin pour essayer de vendre mes dessins. Et qui c'est qui m'a acheté les dessins, d'après toi? C'est putes. Guy est fasciné par le train de vie des brigands qu'il fréquente. L'argent passe de main en main sur les tables, de quoi faire tourner la tête de l'adolescent. Et c'est un parrain corse du nom de Barthélemy Guérini qui va lui faire une étrange proposition, celle de dessiner sa propre mère. Et si le dessin est convaincant, Guy obtiendra son passeport pour le milieu. Le jeune homme se met au travail, concentré, appliqué, et quelques jours plus tard, il rend une copie parfaite. Alors première chose à savoir, c'est que Guy Ribes, il est autodidacte. Il n'a fait aucune école d'art. Il a tout appris en lisant les catalogues raisonnés, en regardant donc tous les livres sur les grands artistes. Il s'est fait lui-même. Pour assouvir ses rêves de grandeur, Guy décide de monter à Paris et rencontre très vite un galeriste d'art dont la petite affaire est en perte de vitesse. Guy est chargé de peindre des aquarelles pour que l'argent rentre à nouveau. Il s'exécute et son talent parle pour lui. Guy est capable de livrer un tableau parfait en seulement 4 minutes, soit 150 œuvres par jour. Ça devait être une machine de guerre qui, quand il se mettait au travail, produisait. J'en ai fait des milliers. C'était une usine, il y en a encore sur le net, il y en a partout. Et ce qui est assez amusant pour la petite anecdote, c'est qu'il fait donc des paysages de marine, des paysages de Sologne, où il n'est jamais allé. C'est-à-dire que Guy Ribes n'est jamais allé en Sologne, et il peint des aquarelles de Sologne mieux que tous les aquarellistes de Paris à cette époque-là. Le business devient très rentable. Guy renfloue les comptes de la galerie et commence à gagner beaucoup d'argent. Ça me rapportait plus de 15 000 euros par mois à l'époque. Seulement, je ne pouvais pas créer. On m'obligeait à faire ce qui se vendait. Donc là, il les vend comme des petits pains. Mais c'est vrai que Guy Ribes, il en veut plus. Il en veut aussi, même pour lui, il a envie de plus de reconnaissance. Et c'est là que toute l'histoire commence. À ce moment précis de l'histoire, Guy Ribes vit de son art. Mais il veut plus. Il veut être reconnu. Il veut devenir un maître. Alors, il décide de devenir faussaire. Et pour cela, il va utiliser des techniques très particulières que nous vous révélons ce soir. Guy en a fini avec les aquarelles. Il fait maintenant partie d'un trio infernal qui va affoler le marché de l'art. Les 3 hommes ont chacun un rôle bien défini. S'il n'avait pas fait ces rencontres, je pense qu'il serait resté un petit malfrat de la région dans laquelle il est né.
Guy doit réaliser des copies parfaites d'œuvres originales des plus grands peintres du monde. Henri Guillard, son commanditaire, lui achète les toiles plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide. Le troisième complice s'appelle Léon Amiel. C'est un éditeur d'art américain qui vend des tableaux exceptionnels, toujours des originaux jusqu'alors. Mais bien sûr, c'était le panard. Quand un expert acceptait le tableau, il était vendu une fortune, je me barrais. Les clients de Léon Amiel achètent les tableaux de Guy les yeux fermés. Faux Picasso, faux Van Gogh, faux Chagall, faux Dali. Guy Ribes a gagné certainement des centaines de millions. Pendant des années, dans son atelier de Saint-Mandé, Guy va réaliser des œuvres en toute illégalité. Et puis je travaillais vivement de nuit, parce que de nuit, t'as pas de visite. Je travaillais dans un période où les gens dorment. Et j'arrêtais au matin quand les gens se levaient. D'ailleurs, c'est très curieux. Je sortais souvent avec le truc roulé sous le bras, au moment où tout le monde partait au boulot. Et moi, dans la nuit, j'avais gagné X millions. Et j'étais content. La première chose que je faisais, j'allais bouffer. Pour reproduire la patte de chaque artiste, Guy fait appel à son sens aiguisé de l'observation et à sa sensibilité. Le faussaire parvient littéralement à se glisser dans la peau de ses illustres modèles. Une semaine, j'étais Picasso, une semaine, j'étais Chagall. La semaine d'après, j'étais Raoul Dupuis. Ça me rendait dingue, d'ailleurs. On peut limite croire à une forme de schizophrénie. Il s'oublie, Guy Ribes. Il n'est plus Guy Ribes, il est Picasso. Au final, qui est-il? Lorsqu'il peint Picasso, il est Picasso. Quand il peint Chagall, Guy agit comme Chagall. Guy Ribes travaille comme un fou, il a un rythme de travail effréné, il travaille jour et nuit sans relâche. Pour réaliser ses faux, Guy a besoin d'un matériel adapté, semblable à celui utilisé par ceux qu'il copie. Il va chercher et trouver. Pour être le meilleur faussaire de la planète, Guy ne laisse rien au hasard. C'est pour ça que Guy Ribes se rendait dans une papeterie ancienne qui disposait encore de vieux stocks qu'il pouvait utiliser de manière à partir de supports qui correspondaient à l'époque du peintre qu'il imitait. Alors, je me suis régalé, moi. Puis en plus, j'avais trouvé du papier d'aquarelle de Chagall filigrammé. Chagall. C'était un certificat en puissance. Il se crée un atelier de fortune où il cherche à remonter le temps. Premièrement, avec des pinceaux et des pigments d'époque. Et puis deuxièmement, il utilise sa baignoire chez lui, où en fait il lave ses toiles, il les fait sécher dehors. Et au final, la magie opère. Et on a vraiment le sentiment qu'il crée l'illusion. Enfin, pour parfaire le travail, Guy fait appel à un encadreur capable de reproduire des cadres d'époque. J'avais une technique de vieillissement redoutable, c'est tout. Qui a posé beaucoup de problèmes aux experts parisiens. Le travail fini, il détruit tout son matériel pour ne pas éveiller les soupçons et surtout ne pas laisser de traces. Le matériel était en miettes dans un sac poubelle et en partant le matin, pas dans ma poubelle, la poubelle du voisin. Le système fonctionne à merveille, jusqu'à une première alerte. Un expert de renommée mondiale a un doute sur un Chagall. Il va faire venir la propre fille du peintre, Ida Chagall, pour l'authentifier. Elle aurait certifié avoir vu son père peindre ce tableau. Affaire classée. Ida Chagall a dit je l'ai vu faire. Il était signé 71. Je l'avais fait 3 jours avant, moi. Et moi, j'étais mort de rire. Comme quoi Guy Ribes réussit à tromper énormément d'experts, de familles d'artistes, parce que c'est tout simplement un génie. Guy Ribes est à son apogée. Le gamin de Lyon mène maintenant la grande vie. Pendant 30 ans de sa vie, Guy Ribes, il a une vie de milliardaire. Il a les plus belles femmes au monde avec lui. Il va dans les plus beaux restaurants, dans les casinos. Il joue de l'argent jusqu'à perdre raison. Enfin, il a une vie hors du commun. Je suis content, j'ai tout craqué. Comme ça, il m'a posé la question déjà, mais qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent? Je l'ai bouffé. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Mais la vie de faussaire n'est pas de tout repos. Fin des années 80. Guy peint des tableaux à la manière de Ladislas Kijno, un artiste français d'origine polonaise, connu pour ses peintures sur papier froissé. Des acheteurs ont un doute sur l'origine d'une toile. Guy est convoqué dans le bureau d'un juge en présence de Kijno lui-même. En fait, Guy Ribes, il est sur la corde raide, parce qu'on peut l'arrêter n'importe quand. Je veux dire, il se fait expertiser partout dans le monde, quasi quotidiennement. Je veux dire, du jour au lendemain, il peut se faire arrêter. Face à eux, le tableau que Guy a peint. Kijno observe l'œuvre qui est censée être la sienne. Il prend son temps, scrute les couleurs, le style, le cadre. Guy est fébrile, mais n'en laisse rien paraître. Il n'a en théorie aucune chance de faire passer son tableau pour un vrai,
alors que Kijno lui-même est venu l'authentifier. Pourtant, d'après Guy Ribes, Kijno aurait affirmé au juge qu'il était bien l'auteur de l'œuvre. Le peintre ressort du bureau du juge, il fait un clin d'œil à Guy. Les deux hommes se retrouvent dans la rue. Kijno aurait alors confié à Guy qu'il n'était pas dupe, mais que son tableau était suffisamment réussi pour qu'il ferme les yeux. Il a très certainement réalisé des œuvres, des tableaux de tous les artistes qui étaient parfois mieux que les artistes ne l'avaient fait eux-mêmes. Guy est multimillionnaire. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pourtant, un événement va changer sa vie. Henri et Léon, les commanditaires historiques de Guy, décèdent le même mois, l'un après l'autre. Guy, grâce à son réseau, va intégrer une nouvelle équipe. Mais il y a un problème. Je n'ai pas eu peur pendant 40 ans parce que je travaillais avec des gens intelligents. Il n'y avait pas d'élit. La police intervient que quand il y a une plainte. J'ai travaillé avec des gens, il n'y a jamais eu un retour ni une plainte. 1996, Guy rencontre Pascal R, un marchand de tableaux connu dans le monde entier. Costume sur mesure, voiture de sport et montre de luxe au poignet, le Golden Boy de l'art est chargé de trouver des acheteurs capables de s'offrir des tableaux de maître. On le voit sur ces images parler de la pluie et du beau temps. Je suis dans une activité de commerçant, je suis marchand de tableaux. Ici on oublie Drouot, les salles des ventes, les clients difficiles et on peut faire le vide et avoir un grand moment de bonheur. Pourtant, au même moment, il est à la tête du plus grand réseau de faussaires du monde et son meilleur atout s'appelle Guy Ribes. Il passe, on va dire, de faussaire à escroc parce qu'il fait des mauvaises rencontres, des vrais voyous qui en fait vont se servir de lui et vont faire des faux certificats. Et à partir de ce moment-là, c'est la descente aux enfers. Les temps ont changé. Les méthodes des faussaires aussi. Pour vendre les toiles de Guy, Pascal R les accompagne de certificats d'authenticité falsifiés. Il m'achetait des faux à moi, mais il faisait des faux certificats d'authenticité. Donc là, c'est la bande organisée, c'est de l'escroquerie. Christian Russell est un riche industriel qui souhaite se reconvertir dans le marché de l'art lorsqu'il rencontre Pascal R. J'étais en train de constituer ma galerie quand j'ai fait l'acquisition de ce tableau-là. Je connaissais des bons marchands à Paris, qui avaient des choses intéressantes, des belles choses. J'étais un passionné, comme on dit. Maintenant, je suis plus réservé. Pascal R vend à Christian Russell une première toile authentique. En confiance, ce dernier lui achète dans la foulée 5 tableaux. Mais cette fois-ci, ce sont des faux peints par Guy Ribes. Montant de la vente, 375 000 €. Et je vais vous montrer un jeu en gris, justement, de Monsieur Ribes, ce qu'on appelle une belle copie. J'avais des bons peintres suisses encore, mais j'ai tout perdu, là. Pour vivre, j'ai dû vendre. À la casse, comme on dit, à la casse. Entre 1997 et 2004, la bande aurait escroqué des dizaines d'acheteurs et écoulé près de 150 toiles contrefaites par Ribes. Donc il a réussi à confondre et des collectionneurs et des experts et des galeristes grâce à son talent d'imitateur. Les tableaux partent de l'atelier de Guy pour finir au bout de la chaîne chez des collectionneurs dupés, voire même en salle des ventes chez Drouot ou Sotheby's. J'ai même arrivé à aller dans des salles de vente où ils se vendaient un de mes trucs. Si j'avais dit à ce moment-là, arrêtez la vente, c'est moi qui l'ai fait, on m'aurait viré. Ribes, dans son atelier, ne se doute de rien. Au sommet de son art, c'est le meilleur faussaire de tous les temps. J'ai accepté toujours pareil, parce que j'avais l'habitude de l'argent. En fait, Guy Ribes, il est dans une espèce de spirale où on veut toujours encore plus, encore plus, encore plus. Donc il produit beaucoup, beaucoup. Et pourquoi il produit? Parce qu'en fait, il a envie d'avoir de plus en plus d'argent. Il est dans cette spirale de... il en veut de plus en plus, donc il n'arrive même plus à s'arrêter, en fait. Il s'apprête à prendre sa retraite et profiter de sa fortune. Mais en 2004, un nouvel événement va le mener à sa perte. Guy Ribes est au sommet de sa gloire. Les millions et la peinture coulent à flot. Mais un simple appel anonyme va tout faire basculer. La police n'a jamais entendu le nom de Guy Ribes. Pas un signalement, pas une plainte. Il n'existe aucune trace du faussaire dans les fichiers du ministère de l'Intérieur. Mais en ce mois de novembre 2004, le commandant Martin Perrolin reçoit un mystérieux coup de fil dans son commissariat du 4e arrondissement de Paris. Et c'est un renseignement anonyme qui nous a dit, voilà, il y a une équipe de gars qui font des faux tableaux. Une enquête est ouverte.
La police remonte peu à peu la filière. Guy est mis sur écoute et son atelier placé sous surveillance policière. Les enquêteurs attendent le moindre faux pas pour le coincer. L'objectif est simple, le prendre en flagrant délit d'échange de tableaux contre de l'argent. On sait exactement ce qu'ils font, où ils vont, qui ils fréquentent, et c'était le cas pour Guy Ribes, évidemment. La police l'avait déjà mis sur écoute depuis un certain nombre de temps, il est suivi et il se retrouve à devoir aller livrer un certain nombre de toiles. On s'est dit là, c'est bon. Demain, c'est bon. Et puis on a rendez-vous dans un restaurant. Déjà dans le restaurant, tu avais changé de personnel. Et avec des couples assis, et c'est classique, hein, c'est les flics. Et il sort du pavillon avec des tableaux. Et ce qui s'est passé, il devait m'arrêter là en flag. Et ils m'ont pas arrêté parce que l'ami allemand avec qui j'ai un rendez-vous est arrivé avec un type piché au grand banditisme. Alors, ils ont attendu qu'on ressorte du restaurant, qu'on se sépare. Et donc à un moment donné, la voiture revient, ils ouvrent le coffre et les tableaux changent de main. Donc pas changent de coffre. Voilà. Et là on s'est dit, bon c'est bon. Hein. Et moi, comme j'avais senti la patate, je suis rentré chez un copain qui est opticien. Et il dit, Gilbert, tiens, je vais voir une loupe. Puis je vois une voiture qui se gare contre la vitrine. Et donc Guy, il dit, non, laisse, je sais que c'est pour moi. Et donc il m'a tendu ses deux bras et voilà, faites votre boulot. On lui passe les menottes, la police est là et l'histoire se termine. Et ça y est, Guy Ribes est démasqué. Quand je me suis fait arrêter, c'est une délivrance. Je suis redevenu peintre. Je suis redevenu Ribes. Le commandant Martin Perrolin vient de passer les menottes à Guy. Mais il neutralise également tous les membres du réseau, avec à sa tête Pascal R. Le procès a lieu en juillet 2010. Et à chaque pause, les avocats allaient voir les tableaux. Et il manquait que les petits fours, quoi. Les avocats disaient, tiens, j'aurais bien mis celui-là dans mon bureau. Celui-là me plaît bien. Considéré comme le cerveau de la bande, Pascal R est condamné à 2 ans et demi de prison ferme, assorti de 50 000 € d'amende. Guy, lui, est condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Mais aussi à dédommager tous les acheteurs dupés. Guy sort ruiné du procès. Fini la belle vie, direction la prison. Son monde s'écroule, en fait. Voilà. C'est ce qui lui est arrivé ce jour-là. Mais l'histoire retiendra qu'on ne laisse pas croupir le plus grand faussaire du siècle en prison. Guy ne passera que 6 mois derrière les barreaux. Il y en a 350 qui ont été saisis sur des milliers. Il est donc évident qu'il y a des milliers de faux dans tous les musées et toutes les collections du monde. Et si l'on interroge Guy Ribes sur d'éventuels regrets, sa réponse est sans équivoque. J'ai aucun regret. Hein. Au contraire, hein, ça sera à refaire, je le referai en double. Tout de suite, un nouveau maître de l'arnaque, Thomas Salm, l'homme qui a piloté pendant plus de 13 ans des Boeing sans avoir la moindre qualification. « 13 janvier 1997. Sur le tarmac de l'aéroport de Milan, un Boeing 707 est prêt à décoller. Le vol AO104 à destination de Naples. À son bord, 150 personnes et 8 membres d'équipage. Les passagers sont en confiance, tout est normal. Le commandant de bord s'appelle Thomas Salm. Il s'apprête pour la première fois de sa vie à transporter des passagers. L'avion se lance sur la piste. Thomas tire sur le manche. Le monstre de plus de 100 tonnes s'arrache du sol et se lance dans les airs. Dans le cockpit de l'avion, Thomas, le commandant de bord, est heureux. Il vient de réaliser son rêve de gosse, piloter un avion de ligne. Pourtant, les passagers n'ont aucune conscience du vrai visage de Thomas Salm. Car en réalité, cet homme n'a aucune licence ni aucun diplôme l'autorisant à piloter un tel engin. Il est tout simplement en train de mettre en danger la vie de plus de 150 personnes à 20 000 mètres d'altitude. Comment Thomas Salm a-t-il fait pour exercer pendant 13 ans le métier de pilote de ligne en toute illégalité? On a failli frôler des catastrophes extraordinaires. Quel stratagème a-t-il utilisé pour se faire embaucher sans le moindre diplôme dans les plus grandes compagnies aériennes? Pour moi, c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un tricheur. Voici l'histoire d'un faux commandant de bord qui a réussi à duper employeurs, collègues et familles pour réaliser son rêve d'enfant. Mon intention n'était pas mauvaise, c'était juste par pure passion et peut-être que les juges l'ont compris. J'ai été vraiment chanceux de n'avoir qu'une amende. Vous avez peut-être volé avec lui. Vous avez peut-être même applaudi quand il a posé son Boeing. Et pourtant, Thomas Salm
piloter sans aucune licence. Il n'avait qu'une seule obsession, voler. Thomas Harry Salm est né à Stockholm le 18 février 1969. Il a été influencé par son père qui lui a transmis sa passion pour les avions. Il est d'abord tombé amoureux du pilotage à l'âge de 8 ans quand il accompagne son père lors d'une séance photo à l'aéroport suédois d'Arlanda, dans la banlieue de Stockholm. Ses yeux d'enfant s'écarquillent devant ces majestueux avions. Thomas Salm en est persuadé, il sera pilote de ligne. J'ai vu des avions magnifiques et vous savez, c'est comme tomber amoureux d'une femme. Je me suis dit, waouh, je veux devenir pilote. Obsédé par cette passion dévorante de piloter un jour, il s'instruit. Mais son ouvrage favori reste une bande dessinée, Vol 714 pour Sydney. Un album d'Hergé où pendant un vol, Tintin et ses acolytes se retrouvent otages lors d'un détournement d'avion. Cette bande dessinée, elle est incroyable. J'ai dû la lire 1000 fois. J'ai adoré ça. Son bac en poche, il s'inscrit à l'école d'aviation de Stockholm. Avec ses économies, il réussit à se payer une formation pour piloter de petits avions. 22 juin 1991, Thomas, 22 ans, vole pour la première fois dans un petit avion de tourisme. C'était complètement naturel pour moi. C'était comme faire du vélo ou jouer de la musique. Pour lui, ce n'est qu'un début. Poursuivi par son obsession de devenir pilote de ligne, Thomas en veut plus. Il s'acharne, mais il n'obtient qu'une licence monomoteur. Le véritable problème qu'il a eu, c'est qu'au final, il n'a pas pu accéder à une véritable formation de pilote parce que ça coûtait très cher et qu'il n'en avait pas les moyens. Une formation, c'est entre 80 et 150 000 euros. Donc s'il avait pu, il l'aurait fait, mais il n'avait pas la possibilité de le faire. Je savais que j'étais bon et que j'avais ça dans le sang. Pourquoi ça se serait arrêté là? C'était pas juste, c'était pas normal. Thomas est déterminé. Alors qu'à cela ne tienne, il va apprendre et se former tout seul. Je n'avais pas d'autre possibilité, mais je me suis dit, bon bah c'est pas grave. Maintenant je vais y aller par moi-même, je vais tracer mon propre chemin. Il s'enferme chez lui et pendant des mois, nuit et jour, 7 jours sur 7, il étudie tous les manuels de formation. Il a fallu qu'il bosse probablement beaucoup plus qu'un autre, qu'un vrai pilote qui avait sa licence. La différence entre un bon pilote et un mauvais pilote. Le bon pilote, c'est celui qui bosse. Et apparemment, lui, il bossait. J'étudiais, j'apprenais parfois même jusqu'à 10 heures par jour. Mais c'était pas difficile, c'était intéressant, voire amusant. À un moment donné, il considère qu'il est prêt, et là il se déclare pilote de ligne. Il ne lui manque que la pratique, mais la chance lui sourit. Un ami technicien au centre d'entraînement des pilotes de la Scandinavian Airlines lui propose d'essayer les simulateurs sur lesquels se forment les vrais pilotes. De nuit, en cachette, Thomas s'installe aux commandes. Pendant 1 an et demi, il s'exerce 2 à 3 heures de suite, une vingtaine de fois. La première fois que j'ai été dans le simulateur, il ne s'est rien passé. Je me souviens, il m'a montré comment changer l'itinéraire. Il avait mis Copenhague, mais moi je voulais pas aller là-bas. Je préférais des lieux plus exotiques comme Hong Kong ou New York. Donc j'ai moi-même changé et j'ai mis le cap sur l'aéroport de New York. Pour piloter un Boeing, il faut une licence, Sésame qui vous permet de voler. Alors comment Thomas Salm a réussi à se retrouver aux commandes d'un avion? Le problème de Thomas, c'est qu'il n'est pas pilote du tout. Il n'a pas ce qu'on appelle dans le jargon le sésame. Il n'a pas la formation, il n'a pas la licence. Thomas était convaincu de pouvoir piloter. La seule chose qui lui manquait, c'était un simple morceau de papier. Pour piloter un avion de ligne, une licence d'aptitude à voler sur gros porteurs est indispensable. Enivré par son nouveau personnage, Thomas place la barre très haut. Et pour devenir pilote, il se transforme en faussaire. Pour lui, c'est devenu une obsession. Il y pense toutes les nuits. Et il se dit, un soir, je vais changer mon destin et je vais moi-même fabriquer ma licence. Afin d'atteindre son objectif, il crée sa propre licence suédoise avec un photocopieur. Il y appose son nom avec un numéro falsifié. Toutes les licences de pilotage sont différentes en fonction des pays. Par conséquent, personne n'a vu la différence avec les autres licences puisqu'elles le sont toutes. Donc Thomas a pu passer, je dirais, ni vu ni connu. C'est ainsi que Thomas Salm décide de présenter sa candidature à Air One, une compagnie italienne. Rapidement, il est convoqué à un entretien d'embauche. J'ai mis sur mon CV que j'avais travaillé pour plein de compagnies. En fait, j'ai gonflé mon CV comme plein de gens le font. Et puis ça a marché, ils n'ont pas vérifié.
Il passe un test au simulateur de vol, ce pourquoi il était amplement préparé. Je ne me suis jamais craché dans le simulateur, jamais. Le test est un succès. Il ne reste plus qu'un entretien ainsi qu'une vérification des diplômes et de sa licence d'aptitude. La compagnie italienne ignore à quoi ressemble une licence suédoise. Thomas Salm franchit toutes ces étapes avec une facilité déconcertante. Le chef m'a dit, Thomas, tu es le bienvenu dans la compagnie parce que vraiment tu voles très bien. Et moi j'étais super content. Thomas réalise son rêve, mais surtout, il va être responsable en tant que commandant de bord du destin de centaines de passagers. Il tient désormais leur vie entre ses mains. Le 13 janvier 1997 est une date mémorable pour l'aviation civile. L'histoire retiendra que c'est le jour où, pour la première fois, un homme a piloté un Boeing sans aucune qualification. Retour sur son premier vol, le Milan-Naples. Il est dans le cockpit, il fait le check de l'appareil avec 150 personnes à bord, et là il sait qu'il ne peut pas se rater, parce que c'est pas lui qui va mettre en danger, mais 150 personnes, et ça, c'est grave. Après un décollage parfait, le vol se poursuit sans aucun accroc. La météo est clémente, l'avion file à 800 km/h. Thomas entame la descente en vue de l'atterrissage. Un moment critique où toute erreur peut devenir catastrophique. Lui, il est dans l'avion, il est aux commandes, et derrière lui, il y a des centaines de passagers qui sont confiants, qui lui confient sa vie, la vie de ses enfants, et il triche. Mais encore une fois, tout se déroule parfaitement bien. En 1h20, Thomas vient de faire décoller, voler et atterrir un avion de ligne avec 150 passagers à bord. C'est tout simplement impensable. On est en face d'un type qui pilote un avion avec 150 personnes à bord. Il n'a pas l'ombre d'une licence, il n'a pas d'expérience. On est passé à côté de catastrophes aériennes incroyables. Un geste fou dont il n'est pas seul responsable. Comment expliquer que la compagnie et les autorités aient fait preuve d'une telle légèreté? Vous imaginez le nombre de personnes qui travaillent pour les compagnies aériennes, pour les autorités de l'aviation civile, pour les services du gouvernement? Mais combien de personnes ont vu ce morceau de papier et ont dit « Ok, c'est bon ». Une incroyable supercherie dont Thomas Salm se gargarise. Évidemment, j'étais ravi. Je me souviens, j'étais dans l'hôtel, j'avais ouvert une bouteille de champagne, mais j'étais tout seul. C'était ça qui était frustrant. Je pouvais le partager avec personne. J'étais vraiment seul. Tout s'enchaîne très vite. Thomas vit à 100 à l'heure, en prenant toujours plus de risques. Mais ce faux pilote est un homme comblé. J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai parcouru des milliers de kilomètres entre le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe. J'étais heureux de réaliser mon rêve. Et apparemment, il savait faire son boulot. Il était considéré par ses collègues comme un excellent pilote. Il n'avait pas de soucis professionnels. Et ces affabulations s'accumulent. Quand tu t'enfermes dans un mensonge, tu ne t'en sors jamais. C'est pas juste l'histoire d'un faux pilote. C'est celle d'un homme qui a menti une fois et dont toute la vie s'est transformée en mensonge. Il dupe ses employeurs, ses collègues, les passagers qu'il transporte, mais il va encore plus loin dans ses mensonges en cachant la réalité à sa propre femme. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle pensait qu'il avait une liaison. Sa vie n'est que tromperie. Dans son entourage, personne n'est au courant de sa supercherie. Pendant 13 ans, il était la seule et unique personne à connaître toute la vérité. En mars 2000, il fait la connaissance de Christopher Paul, un copilote avec qui il sympathise et volera régulièrement. Il était très sympathique, très cool, très bon pilote. Il m'a tout de suite semblé que c'était quand même quelqu'un qui connaissait bien son métier. Christopher travaille pour la compagnie italienne où Thomas est respecté. Mais les rumeurs vont bon train. Thomas ne serait qu'un imposteur sans licence officielle. L'étau se resserre autour du faux pilote. J'avais eu 2-3 rumeurs de certaines personnes. Moi, j'ai pas posé la question, je voulais pas trop savoir. J'ai préféré pas me mêler de ces histoires-là. En avril 2006, Thomas est convoqué par la direction et quitte discrètement la compagnie. Mais il ne compte pas mettre fin à sa carrière de pilote pour autant. Il espère encore se faire engager par une autre compagnie. Mais la nouvelle se propage et chaque fois son dossier est retoqué. Son ami Christopher lui suggère de postuler dans la compagnie turque qu'il emploie. La compagnie, qui a la réputation de ne pas être très regardante, l'embauche. Il continue à voler sur de très gros porteurs avec 300 passagers à bord.
Nous, on n'a rien vu. Il avait un CV vraiment impressionnant. On a envoyé tous les papiers au contrôle aérien pour qu'il nous valide sa licence. Sa licence a été validée, après on l'a embauché et c'est parti. Cela fait 13 ans maintenant que Thomas Salm pilote des avions avec une fausse licence. Ce jour-là, il s'installe comme d'habitude dans le cockpit, mais il ne sait pas à ce moment-là qu'il s'agira de son dernier vol. « 2 mars 2010. Dans sa chambre d'hôtel, Thomas a un pressentiment. Mais il ne se doute pas que quelques jours plus tôt, une personne l'a dénoncé. 8 heures du matin, Thomas arrive à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam. Je marchais vers la zone d'embarquement et là j'ai vu 2 officiers de l'aviation civile. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même, 2 agents à cette heure-là, c'est peut-être pas normal. Juste avant d'embarquer, je suis allé les voir et je leur ai demandé si tout allait bien. Ils m'ont dit, oui, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit contrôle de routine. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça étrange. 8h30, il embarque à bord d'un Boeing 737 avec son équipage. Il se dirige vers le cockpit. Derrière lui, 101 passagers prennent place. Tandis que Thomas et son copilote finissent leur checklist, des policiers armés s'engouffrent dans l'avion. En coopération avec leurs homologues néerlandais, les policiers suédois surveillent le faux pilote depuis 2 jours. Ils lui demandent de présenter sa licence. Ils l'ont regardé dans la lumière et à cet instant, j'ai compris que c'était fini. Thomas passe immédiatement aux aveux et raconte sa supercherie dans les moindres détails. Je leur ai dit, les gars, c'est une longue histoire qui a duré 13 ans. Et ils ont fait, waouh. Il a vidé son sac, il était soulagé et je pense que Thomas, à ce moment-là, avait besoin que les choses s'arrêtent. Traduit en justice, Thomas Salm est condamné à 2000 € d'amende assortie d'une interdiction de voler pendant 12 mois. Une peine d'une extrême clémence compte tenu de la gravité des faits. Il y avait une falsification de documents, mais il n'y avait pas une falsification de compétences. Ils ont fait la différence probablement entre la compétence et le papier officiel. Il prétend qu'il n'a jamais mis la vie des passagers en danger. C'est sûr qu'il sait piloter, la question n'est pas là. La question, c'est le contrat moral qu'il passe avec les passagers. Pour moi, c'est un tricheur, c'est un manipulateur. Mon intention n'était pas mauvaise. C'était pas pour me faire de l'argent, voler, devenir riche ou blesser quelqu'un. C'était juste par pure passion. Et peut-être que les juges l'ont compris. En tout cas, j'ai vraiment été chanceux de n'avoir qu'une amende. Il rêvait de vivre au milieu des stars du cinéma. Il est donc devenu banquier et aurait arnaqué les plus grands comédiens du pays. Voici l'incroyable histoire de Frédéric. Monica Bellucci, Sami Nasseri, Isabelle Adjani, Juliette Binoche ont un point commun dont ils ne parlent jamais. Un secret bien gardé que nous allons ce soir vous révéler. Toutes ces stars se sont fait avoir par le même homme. Pendant 10 ans, ce banquier très particulier a dépouillé des dizaines de célébrités grâce à un scénario bien rodé. Nous allons nous glisser dans la peau de ce personnage hors norme et décrypter les méthodes inédites d'un anti-héros qui rêvait de mener la vie de star. Il sympathisait avec les artistes pour mieux leur faire à l'envers. C'est l'araignée qui tisse sa toile, que l'insecte n'a pas vue. Il veut aider des people. On va dire que c'est un fanzouz arnaqueur. Gros plan sur le plus grand escroc du cinéma français, maintenant dans Abus de confiance. « 2 mars 2017, Paris. Face à notre caméra, une comédienne bien connue du grand public, Mylène de Mongeau. Vous l'avez vue dans Fantomas aux côtés de Louis de Funès, ou plus récemment dans Camping avec Franck Dubosc. Une star, mais aussi une victime. Mylène de Mongeau s'est fait voler 2 millions d'euros par un homme en qui elle avait toute confiance, son banquier. C'est un très gentil jeune homme, très élégant, très bien habillé, et qui m'a roulé dans la farine. Au début des années 2000, Mylène rencontre un nouveau banquier. Leur relation est d'abord strictement professionnelle. Mais peu à peu, la comédienne et son gestionnaire de fortune se lient d'amitié.
C'est un garçon que j'ai suivi pendant une bonne dizaine d'années, qui était extrêmement serviable, extrêmement gentil, avec qui je n'ai jamais eu aucun conflit ni aucun souci. Il allait très bien, il venait à la maison, il venait faire signer les papiers parfois. J'avais tout à fait confiance en lui. Le banquier obtient la confiance aveugle de l'une des campeuses les plus célèbres de France. Il déploie alors vis-à-vis d'elle un savant jeu de séduction, un rôle qu'il maîtrise à la perfection. Il faut que le garçon soit attirant, il faut qu'il ait un truc. Il faut que cette grande actrice qui est Mylène de Mongeau, il faut qu'elle soit quand même, elle ne reste pas insensible finalement au charme de cet homme qui peut être marié par ailleurs. Et puis il faut qu'il ait un métier honorable. Banquier, c'est formidable. C'était un jeune homme extrêmement sympathique, très bien habillé, toujours légèrement bronzé, toujours légèrement parfumé, de très jolies chaussures. L'employé de banque est extrêmement distingué et élégant. Donc il était distingué et élégant, agréable à regarder. Mylène de Mongeau est sous le charme du banquier, comme hypnotisée, presque ensorcelée. Et dans son petit milieu, elle n'est pas la seule. Le génial mais maléfique Frédéric L sait comment parler à son public. Un acteur, quand il a du succès, est habitué à avoir autour de lui une petite cour de gens qui vous disent « on t'aime, c'est bien ce que tu fais, tu es formidable, etc. etc. » Vous êtes sensible aux compliments, pas forcément à la flatterie, mais aux compliments, oui. Il utilise dans son verbe, dans son propos, ce que l'actrice a envie d'entendre. À partir de là, il met en route toute une méthode pour la séduire, pour la convaincre et pour l'arnaquer. L'actrice est ferrée. Fort d'une relation de 10 ans avec sa cliente VIP, le banquier a tous les leviers en main pour passer à l'action. Ne reste plus qu'à trouver le bon moment. En 2009, Mylène de Mongeau décide de vendre sa maison de Porquerolles. Elle empoche 2 millions d'euros pour 22 ans de souvenirs. Elle décide de placer cet argent en assurance vie. Et ça, Frédéric le sait. Méthodique, rigoureux, Frédéric connaît les moindres centres d'intérêt de sa cliente. En 2011, il lui fait une proposition qui ne se refuse pas quand on s'appelle Mylène de Mongeau. Il savait parfaitement que j'étais complètement écolo. Donc il m'a dit, j'ai un placement au Brésil intéressant, tu devrais rapatrier ton assurance vie. Et je l'ai écouté, j'ai rapatrié mon assurance vie. Imaginez que demain, on vienne vous proposer un rendement de 25%. Bon, ça va vous étonner, vous allez dire, attends, on est en train de vouloir m'arnaquer, et vous aurez bien raison. Si vous êtes une star, vous êtes exceptionnel, donc finalement, quand on vous propose quelque chose d'exceptionnel, c'est moins étonnant. Au total, Mylène confie à Frédéric quelques 2 millions d'euros, toute sa fortune, pour un investissement dans des centrales hydrauliques au Brésil, aux retombées prétendument miraculeuses. Le problème, c'est que ce placement est totalement fictif. L'arnaque, en revanche, est bien réelle, mais ça, Mylène l'ignore encore. Il venait à la maison, il avait des feuilles de papier comme ça, puis moi j'étais toujours pressée à la maison, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Alors il me disait, tiens, il faut que tu me signes ci, tiens, il faut que tu me signes ça. Alors, il soulevait, il me disait, tu me signes ça, tu me signes ça, tu me signes ça. Et moi je signais comme une andouille. Les artistes ne sont pas des gens réputés pour être très méfiants. Donc ils se sont tous laissés seconder par cet homme charmant qui leur proposait même des services en disant « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper pour vous ». L'actrice aux 60 ans de carrière, Mylène de Mongeau, a été l'ultime victime de Frédéric L, le premier protagoniste d'une escroquerie sur grand écran. Frédéric L a toujours été passionné par le showbiz et particulièrement par les stars de cinéma. Ne pouvant devenir comédien ou réalisateur, dès sa plus tendre enfance, il va toujours chercher à côtoyer les stars du cinéma. Strass et paillettes font rêver Frédéric L depuis son adolescence. Grâce à son métier de banquier, il va trouver le moyen d'être un peu plus près des étoiles. En 1999, une opportunité unique se présente à lui. Il décroche un poste au sein de la prestigieuse Banque de la Cité, qui finance tout le gratin du 7e art. Il va être conseiller clientèle donc, mais d'une clientèle qu'il adore, qu'il admire, puisque ce sont des artistes. Et là, pour le coup, il touche du doigt ce qui alimente son moteur, c'est-à-dire les people. C'est comme un papillon attiré vers la lumière, quoi. Très vite, les supérieurs de Frédéric décèlent en leur nouvelle recrue un potentiel hors norme. Le banquier se voit confier les clients les plus prestigieux. Le jeune homme va se retrouver à gérer les portefeuilles de grandes personnalités du showbiz français. Juliette Binoche, Monica Bellucci, Olivier Martinez.
Maître Asmar est le conseil du comédien français Olivier Martinez, à l'époque en couple avec la star de la pop Kylie Minogue. À plusieurs reprises, l'avocat a eu affaire à Frédéric L, dont la réputation était encore immaculée. On était dans un cadre feutré de banque d'affaires. Il m'a fait une impression plutôt bonne et il semblait extrêmement serviable. Quand il venait me voir au cabinet, il ne manquait pas de m'expliquer à quel point il rendait des services très importants à ses clients. C'était Frédéric Le et ses clients. La clientèle VIP de Frédéric L ne cesse de s'étoffer. Toutes les stars s'arrachent ce banquier ultra performant et très attentionné. J'en ai même des producteurs tout à fait sérieux, indépendants, qui le recommandent à d'autres producteurs. Qui disent, faut que tu rencontres ce gars, il est formidable. Et le gars, il rencontre tout le monde dans le milieu du cinéma. Mais en février 2001, alors que la carrière de Frédéric L est en plein boom, la Banque de la Cité ferme ses portes. Le Golden Boy rebondit dans une société de gestion de fortune. Le héros change alors de visage, le scénario bascule. Frédéric L convainc tous ses prestigieux clients de le suivre dans cette société de gestion de fortune installée au cœur du triangle d'or parisien, la place Vendôme. Problème, cette société n'est pas une banque, elle ne prête pas d'argent aux particuliers. Or, les stars de cinéma ne sont pas des riches comme les autres. Pour maintenir leur train de vie entre deux productions, la plupart ont recours au crédit. Les rentrées d'argent sont souvent conséquentes, mais pas régulières. Ce qui fait que ça demande une gestion différente. Ce qu'il veut, c'est qu'on le considère comme le banquier idéal, comme le bon copain, celui qui arrive à prêter alors que les autres n'y arrivent pas. Sa récompense, c'est ça. Pour rester le conseiller financier et donc l'ami des stars, Frédéric L doit être en mesure de leur prêter de l'argent. Et c'est en épluchant les comptes gérés par sa nouvelle société que lui vient une idée. Il y a un client de la banque qui a 2 millions d'euros qui dorment sur un compte. C'est un monsieur qui vient rarement en France. Pour Frédéric, la solution est toute trouvée. Il va se servir dans ce compte. Une opération totalement illégale, le premier dérapage présumé d'une longue série. C'est sur ce compte, ce qui sera la base de son système frauduleux, que Frédéric va aller piocher tantôt 50 000 euros, tantôt 30 000 euros, tantôt 100 000 euros pour aller pourvoir aux besoins urgents de ses amis les stars. Le gars, avec donc un compte de particulier, crée sa banque. En fait, une banque de crédit, c'est un organisme de crédit totalement privé et illégal au sein d'une société de gestion. En piochant allègrement dans le compte à 2 millions d'euros de Monsieur R, Frédéric serait capable de prêter de l'argent plus vite que tout le monde et de débloquer des sommes importantes sur simple demande de ses clients. La bonne affaire se répand comme une traînée de poudre dans le milieu. Frédéric L devient alors le banquier incontournable de la planète People. Il a réussi à se constituer un réseau. Finalement, cette réputation, on ne sait plus de qui elle part, hein, mais de bouche à oreille, on dit celui-là est formidable, celui-là est formidable. Et à la fin, pour tout le monde, c'est quelqu'un qui a été recommandé par des gens très bien. Donc c'est quelqu'un de très bien. Sa carrière est au zénith. Frédéric L ou le meilleur espoir de fortune du cinéma français. Au Festival de Cannes ou parmi les invités aux Fouquet's après la cérémonie des Césars, nul ne s'étonne de le croiser. Il vit un rêve éveillé. Lui, Frédéric, issu d'un milieu modeste, fréquente le grand monde et mène une vie fastueuse aux côtés de ses nouveaux amis, les stars. Quand il voyage en business class. Il peut faire l'aller-retour pour aller voir un match à Wimbledon. Il va aller à Cannes et là-bas, il voit tout. Mais son comportement, sa proximité inhabituelle avec ses clients et surtout la vitesse à laquelle il débloque l'argent éveillent les soupçons. Ces différents éléments, bout à bout, à un moment, je me suis dit, écoutez, il faut être méfiant. J'ai appelé mes clients à l'époque et je leur ai dit, soyez très vigilants quand même sur la provenance des sommes et de l'argent que vous recevez, puisqu'il n'est pas possible de mettre à disposition des sommes relativement importantes aussi rapidement. Soyez prudents. Mes clients ne m'ont pas suivi. Frédéric L aurait très vite siphonné les 2 millions d'euros crédités sur le compte de Monsieur R. Pour continuer de subvenir aux besoins de ses clients, il aurait alors mis en place un vaste système de fraude, comme le banquier Bernard Madoff avant lui. C'est ce que l'on appelle la pyramide de Ponzi. Il se met à prendre de l'argent sur le compte d'un artiste pour en renflouer un autre et il peut continuer comme ça tout simplement à prêter de l'argent. Et là, effectivement, on rentre dans un système de cavalerie classique qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul.
En professionnel de l'arnaque, Frédéric L. aurait tenu une comptabilité parallèle très détaillée de toutes ses manœuvres. Crédit des billes, nom des clients, tout aurait été minutieusement répertorié. Ces magouilles vont continuer jusqu'en octobre 2010, date à laquelle il va connaître une grosse frayeur. C'est le point de bascule de l'affaire. Sami Nasseri, le héros de la saga Taxi, aurait découvert un trou de plus de 55 000 € sur son compte. L'acteur porte plainte et le banquier est sommé de s'expliquer. Pour se justifier, il trouve une excuse toute simple. Il va plaider l'erreur de manipulation. Il dit qu'il a crédité l'argent sur le compte de Bruno Gassio et cette excuse va suffire aux enquêteurs. Frédéric L. restitue les fonds et s'en sort in extremis. Après l'histoire Nasseri, il semblerait que la banque ait saisi la première occasion pour se séparer de lui. Frédéric a vécu sa vie comme un film à grand spectacle. Malheureusement, dans tous les films, il y a une fin et celle de Frédéric est proche. Le 11 février 2011, coup de tonnerre. Le téléphone de Frédéric sonne. Un appel en provenance des États-Unis. Au bout du fil, Monsieur R, le titulaire du compte aux 2 millions d'euros. Un businessman richissime qui ne s'était jusqu'alors jamais soucié de cet argent. L'homme d'affaires est au Belize, il souhaite retirer de l'argent, il n'y arrive pas, il contacte le qui reste très calme, qui lui dit de ne pas s'inquiéter, que les 2 millions sont en gestion ailleurs. L'après-midi même, il va lui faire un mail à partir d'une fausse adresse qu'il a créée pour l'occasion, pour le rassurer. Et ça marche. Frédéric L. a gagné du temps. Mais il va maintenant devoir rembourser le titulaire du compte. L'ancien gestionnaire de fortune est dos au mur. Donc il se dit, je n'ai qu'une chose à faire, c'est monter mon propre petit système et aller récupérer de l'argent à droite et à gauche. C'est ce qu'il va faire. Le 31 mars 2011, il lance sa propre entreprise de courtage, Signature, Gestion et Patrimoine. C'est alors que Mylène de Mongeau, l'une des actrices de la trilogie Camping et d'autres personnalités seraient tombées dans le panneau. Isabelle Adjani, Monica Bellucci, Juliette Binoche auraient accepté d'investir des fortunes dans différents projets. Ce qu'elles ignoraient, c'est que leur argent était uniquement destiné à renflouer le compte de Monsieur R. À un moment, il va à peu près réussir à regrouper les 2 millions d'euros pour rembourser le client qui a floué. Mais le répit est de courte durée. Frédéric L. doit encore transférer discrètement les 2 millions d'euros sur le compte de Monsieur R. Il aurait effectué 17 virements sur une période de 6 mois pour que les sommes versées n'éveillent pas les soupçons des autorités. Sans succès. Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, a remarqué des mouvements de fonds étranges et ouvre une enquête. Pour le c'est le début de la fin. Le 24 avril 2012, Mylène de Mongeau est convoquée par la police. Je me suis rendue à la brigade financière et on m'a montré l'organigramme des malversations qu'il avait faites. C'était incroyable, c'était une énorme toile d'araignée qui durait depuis 5 ans. Frédéric est dans le collimateur de Tracfin et la police n'est pas la seule à se rendre compte des agissements du banquier. Un célèbre réalisateur ne tarde pas à découvrir la supercherie. Frédéric L. a ponctionné près d'1 million d'euros sur le compte de cette personnalité, grâce à une méthode toute simple, émettre des chèques au nom de son client en imitant sa signature. Plutôt que de porter plainte ou quoi, il va voir le gars avec une armoire à glace. L'étau se resserre sur Frédéric L. et le Golden Boy commence à paniquer. 5 jours plus tard, en plein festival de Cannes, il craque et envoie un email à la police. Frédéric passe aux aveux. Dans ce mail, il demande à être entendu. Le lendemain, il est placé en garde à vue. Et au cours de cette garde à vue, il reconnaît bien volontiers tout ce qu'on lui reproche. Il a détourné des fonds, il a fait miroiter des faux placements et imiter des signatures. Au fond, il reconnaît tout ce dont on l'accuse. En attendant son procès, Frédéric L. reste présumé innocent et à ce jour, libre de ses mouvements. Quand je l'ai revu dans le cadre de confrontation, il n'a exprimé aucun regret. Ça a resté quelqu'un de relativement provocateur, qui en fait disait c'est bien fait pour mes clients. Frédéric L. L'histoire d'un banquier aux 2 visages. Le héros d'un film à rebondissement dont la fin est encore à écrire. Au départ, c'est un très gentil garçon en qui vous faites confiance et qui finalement est une petite ordure. Et un petit malfrat, quoi. Il devrait être en tôle. Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il ne soit pas en tôle. Merci d'avoir suivi Abus de confiance. Rendez-vous très prochainement avec des nouveaux maîtres de l'arnaque.